Bonsoir ou rebonsoir, nous sommes avec Kadi Adoundouas. Bonsoir Kadi. Bonsoir Darius. Et nous recevons ce soir le général Nicolas Richoux. Vous êtes ancien commandant de la 7e brigade blindée. Merci général d'être avec nous ce soir. On retrouve Pierre Lerin, journaliste, écrivain, auteur de L'Ukraine, une histoire entre deux destins. On vous retrouve plus exactement. Bonsoir, rebonsoir. Et puis Ludmila Dotieva, ukrainienne à Paris, familière de notre plateau, portant la voix ukrainienne. Bonsoir à vous et merci d'être là. Le sommaire d'abord avec vous, Kadi. Et toujours de violents combats dans l'est de l'Ukraine. Les forces russes affirment avoir encerclé la ville de Lysychansk dans le Donbass. Des informations démenties par les Ukrainiens. Nous reviendrons également sur l'un des éléments clés de cette guerre en Ukraine, les armes. Que savons-nous de l'arsenal russe? De quels moyens militaires dispose l'Ukraine? Nous y reviendrons largement dans cette émission. Et puis nous parlerons de l'axe entre la Chine et la Russie. C'est l'axe qui inquiète encore plus ce soir les Occidentaux, avec, on entendra, des propos très durs de la Russie à l'égard de l'Occident. Mais d'abord, en effet, la situation à Lysychansk, c'est là que ce soir se cristallisent des combats extrêmement forts avec des versions en partie contradictoires, mais en tout cas enjeu crucial pour la suite de la guerre. Absolument, Darius. L'est du pays est toujours l'endroit où la tension est la plus vive, notamment à Lysychansk, près des trois quarts de la ville détruits. Lysychansk, ville jumelle de celle de Severodonetsk, conquise la semaine dernière par Moscou, après le retrait des forces ukrainiennes à l'issue d'une bataille de plusieurs semaines. Les deux villes sont séparées par la rivière Donetsk, on en a souvent parlé sur ce plateau. Les Russes, ils attaquent par le nord, depuis Izium, mais aussi par le sud, depuis la ville de Popasna. Ils essaient aussi de gagner la ville depuis Bakhmout. Il y a là un axe autoroutier, mais la percée est rendue particulièrement difficile par la résistance des forces ukrainiennes. Lysychansk, ce serait une prise cruciale pour les Russes. C'est la dernière grande cité de la région de Louhansk à ne pas avoir été prise par les forces russes. Louhansk, c'est l'une des deux provinces du Donbass que Moscou entend bien entièrement contrôler. Les séparatistes soutenus par l'armée russe ont affirmé samedi avoir totalement encerclé cette ville de Lysychansk. Regardez justement ces images de Kadyrov, regardez ce drapeau brandi justement dans la ville de Lysychansk, tout un symbole. La prise de Lysychansk qui permettrait à l'armée russe d'avancer ensuite vers Sloviansk et Kramatorsk, deux autres grandes villes de la région industrielle du Donbass que Moscou cherche évidemment à conquérir. La parole à l'Ukrainienne sur ce plateau. Oui. D'abord, Ludmila Dotieva, ce que représentent ces images sur vous avec cette mise en scène des drapeaux. Qu'est-ce que ça peut représenter? Effectivement, c'est la terre qui est prise par les Russes, mais ça sera temporaire. Pour moi, je crois toujours que les Ukrainiens vont pouvoir reprendre ce territoire. Pas à ce moment-là, parce qu'on n'a pas les forces. J'attire votre attention sur un autre fait qui s'est passé ce matin dans la Popasna, qui est juste à côté, et il y avait un dépôt militaire important des Russes qui était visé par les Ukrainiens et visé avec la réussite. Il y avait une vidéo qui circulait et la fumée était très, très importante. Alors on compte qu'on a pu détruire quand même un dépôt qui pourrait effectivement alimenter cet assaut de l'armée russe. Et si on arrive à le faire, j'espère de calmer, un peu donner le temps pour qu'on puisse se retirer. Malheureusement, c'est un peu ça la situation où les Russes avancent vers leur but, c'est-à-dire la conquête du territoire de la région de Lugansk. Tout est sidérant dans ces images. Didier François, vous êtes aussi là pour les expliquer. En 2022, voir réapparaître la faucille et le marteau soviétique après 130 jours de guerre comme ici. Les images des Tchétchènes, des bataillons tchétchènes qui sont là. Alors, les bataillons tchétchènes ont été engagés très très lourdement dans la bataille de Severodonetsk et dans celle de Lysychansk, parce que, comme elles l'ont été d'ailleurs à Mariupol, parce que c'est les gens de la garde nationale russe qui sont en général utilisés pour ce qu'ils appellent le nettoyage des villes. Et là, on les voit effectivement devant les bâtiments administratifs de la municipalité de Lysychansk, sachant que, on le savait depuis maintenant 48 heures, il y avait les Ukrainiens avaient perdu le dernier point haut fortifié qui leur permet de contrôler les accès de la ville et particulièrement la route
qu'on voyait tout à l'heure sur la carte, qui reliait Bakhmout à Lysychansk et qui permettait d'amener des munitions et des renforts, et que depuis 48 heures, les Ukrainiens ont donc décidé, et de manière tactiquement intelligente, de se retirer de la ville pour ne pas perdre les troupes qui étaient à l'intérieur et qui sont des troupes de très bonne qualité, puisqu'il y avait quand même 4 brigades engagées dans cette bataille, à peu près 8000 hommes parmi les troupes d'élite. Voilà, vous voyez bien que cette route-là, la route orange que vous voyez passer là, le jaune dessus fait que, de fait, pratiquement, la ville allait tomber. Et le problème étant que maintenant, les Russes, parallèlement, continuent de pousser vers le nord, et qu'il y avait la seconde route qui allait à Sieversk, qui, elle, est celle qui risque d'être fondamentale pour la suite de la bataille, qui sera maintenant sur la nouvelle ligne de défense des Ukrainiens entre Slaviansk et Kramatorsk. Général Richoux, vous êtes ici le militaire. Quand on voit à quel point cette bataille a été acharnée, c'est une petite ville, n'est-ce pas? C'est 100 000 et quelques habitants, ouais. Mais c'est un enjeu tellement crucial pour cette région précisément de l'Ukraine que les Russes occupent. C'est la clé en fait de l'oblast de Louhansk, très clairement. Ils n'ont pas encore pris l'oblast de Donetsk, ils en ont à peu près 50%. En revanche, l'oblast de Louhansk, il y est pris à 90-95%. Ils viennent de prendre Severodonetsk. Lorsqu'ils auront pris Lysychansk, parce qu'on peut penser maintenant que la ville va tomber, ils auront pris la totalité. Et donc là, ils auront un véritable gain territorial qu'ils pourront clamer comme étant une bonne victoire. Alors, bien entendu, les troupes, ce qu'il faut espérer, ce sont les troupes ukrainiennes puissent se replier en bon ordre. Parce que cette défense n'a qu'un sens. C'est si l'arrière a pu préparer les lignes de défense successives pour pouvoir accueillir par bons successifs les troupes qui défendent et qui permettent d'user également l'adversaire. La continuité du règne de guerre de Vladimir Poutine, j'aimerais qu'on revoie les images avec les drapeaux des Tchétchènes, voir les Tchétchènes qui sont là dans ce point de l'Europe, quand on se rappelle que dès le début de la présidence de Vladimir Poutine, la guerre de Tchétchénie a joué un rôle si important. La guerre est à l'origine même, au fond, du pouvoir de Vladimir Poutine. Non, la guerre de Tchétchénie a commencé en 1994. Bien sûr, mais il l'a poursuivi. Il l'a poursuivi parce qu'il y avait une islamisation très importante de la Tchétchénie à l'époque. Et donc la Tchétchénie, maintenant, est libérée des islamistes, mais c'est un clan très fort, qui est le clan Kadyrov. Qui est une dictature d'une grande dureté. Oui, on peut dire cela. Ah oui, ça, mais ce qui est important, c'est que les Tchétchènes, c'est une partie de la Fédération de Russie. On dit ce sont des Tchétchènes, mais on ne dit pas le bataillon d'à côté qui peut venir, je ne sais pas, de Kalmoukie ou d'ailleurs, et on ne le montre pas de la même manière. Les Tchétchènes, c'est une image traditionnelle qui remonte au XIXe siècle de férocité. Ce sont les guerriers les plus féroces du Caucase. Et c'est cela qui fait qu'ils sont aujourd'hui particulièrement illustrés et qu'on se sert, la propagande russe se sert évidemment des Tchétchènes pour montrer, regardez... C'est un combat réel et c'est une manière de faire peur. C'est destiné à ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, effectivement, c'est depuis Lermontov. Il faut dire que la conquête de la Tchétchénie a été une bataille, c'était une campagne terrible pour l'armée russe face à l'imam Chamil qui s'était retranché dans ces montagnes. L'armée russe en a bavé des ronds de chapeau, ça a été terrible. Non, mais franchement... Ça, c'est des expressions, voilà. Il est encore plus militaire que les militaires. Baver des ronds de chapeau. Allez-y. Non, mais c'est vrai. Les fanamili sont lâchés, là. Il y a un livre absolument incroyable qui s'appelle Les Sabres du Paradis, qui raconte cette période absolument incroyable. Et ça a marqué durablement la Russie, y compris donc dans la littérature et la culture. L'orientalisme russe, si vous allez visiter les musées à Moscou, on a un orientalisme en Europe et en France particulièrement, c'était le Sahara, etc. Et l'orientalisme en Russie, c'est le Caucase. Et donc ils utilisent évidemment un terme de propagande parce que par ailleurs, indépendamment de tous ces gentilles choses historiques, les hommes de Kadyrov sont des brutes sanguinaires qui n'obéissent qu'à l'ordre de leur chef, qui font les sales besognes pour la Russie qui, quand elle ne veut pas le faire officiellement, c'est quand même eux qui ont fait les assassinats de tous les opposants politiques à Moscou. Donc, et ensuite, ils vont se réfugier en Tchétchénie à l'abri du reste de la justice russe, parce que tout en étant membre de la Fédération de Russie, ça reste quand même une enclave particulière et extrêmement mafieuse. Feu et contre-feu. J'aimerais qu'on commente, vous ameniez ce sujet, Ludmila Toutieva, la destruction de ce dépôt
qui compte beaucoup dans le déroulement des dernières heures. Oui. Peut-être d'abord l'explication technique, si j'ose dire, Didier. Sur le feu et contre-feu. Là, sur ici, C'est à Popasna, ils ont fait sauter tout en... Oui, alors ça c'est intéressant. Ils l'ont montré, c'est les tirs de HIMARS, donc les fameux lance-roquettes multiples américains, et ça a été produit alors que le commandement américain a envoyé une mission pour voir s'ils utilisaient bien leurs armes. Et effectivement, la longe, alors c'est pas que la longe, c'est la longe couplée à du renseignement actionnable donné par les Américains, parce que les Américains ont bien dit qu'en livrant ce type d'armes, ils allaient livrer le renseignement qui allait avec pour pouvoir l'utiliser de bonne manière. Et là, effectivement, depuis une semaine, depuis l'arrivée des HIMARS sur le front, on a vu de manière systématique une prise en cible et donc une destruction des dépôts de munitions russes. Parce que, encore une fois, on est dans cette bataille, à la fois les Ukrainiens manquent de munitions cruellement, parce que l'Occident, à ce stade, n'est pas capable d'en fournir de manière suffisante pour le flux de la bataille qui s'impose. La question que se pose tout le monde, c'est quelles sont les réserves russes. A priori, on pense qu'ils ont des réserves, mais néanmoins, outre le fait qu'il faut user les troupes, il faut user les munitions. Et donc, taper des dépôts de munitions, à terme, pourrait avoir un effet, si ce n'est tactique, au moins opératif. Et donc, c'est bien l'objectif qu'essayent d'obtenir aujourd'hui les Ukrainiens. C'est très intéressant quand vous parlez d'allonge dans votre langage sur la portée de ces armes, à quel point c'est décisif. Et on va en parler dans un instant avec les livraisons d'armes, comparaison de la portée des artilleries. Et on voit bien, vous parliez des HIMARS, n'est-ce pas, les lance-roquettes multiples en haut à gauche ici, avec 70 km de portée, et l'arme qui leur répond côté russe. C'est le Smerch. Et en réalité, les HIMARS pourraient tirer encore plus loin. Alors en fait, ça aussi c'est intéressant, mais c'est politiquement intéressant. C'est que autant les Américains ont donné des HIMARS, pour l'instant 4 et à terme 8, ce qui est quand même pas non plus... ça renverse pas le rapport de force, mais surtout, il y a une limitation qui a été donnée au type de munitions qui ont été fournies aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ont obtenu des munitions qui portent à 70 km, ce qui d'ailleurs donne à peu près la portée qu'un César donne avec les munitions que nous avons fournies et qui s'appelle l'obus bonus, mais les Américains ont refusé de donner les roquettes qui vont à 300 km. Donc vous voyez bien que là aussi, il y a une volonté ou une tentative, enfin, soit c'est sous pression russe, soit c'est une décision américaine, mais en tout cas, de ne pas rentrer dans une tentative de confrontation avec la Russie sur ce type de matériel. À ce stade, ça peut changer. Mais à ce stade, on voit bien que, y compris les armes fournies, et Dieu sait si les Américains font le travail, et donnent mais là, par exemple, ils ont fait ce choix de ne pas donner des portées de 300 km qui feraient une sacrée différence. Général Richoux, sur ces armes, livrées ou non, on voit à quel point la portée c'est décisif, et évidemment si ça peut frapper ou non en territoire russe ou en territoire biélorusse. Oui, absolument. Le fait qu'on ne donne pas des munitions à 300 km, c'est qu'on ne veut pas que ça tape en territoire russe pour pas déclencher la Troisième Guerre mondiale, parce que là, ce serait absolument catastrophique. Alors, en revanche... Encore que, pardon, si on prend la défense des Ukrainiens, les Ukrainiens, eux, ont bien le droit de frapper la Russie. Eux, ils ont le droit de frapper la Russie, mais les frapper avec une munition livrée par les Américains, c'est pas tout à fait la même chose quand même. S'ils le frappent avec également la Russie. Ils l'ont déjà fait. Ils ont tapé avec des avions, ils ont tapé avec des hélicoptères, ils ont tapé avec des drones sur des ils le nient souvent. etc. Pardon, nous avions ici même en duplex des officiels ukrainiens. En général, ils font un petit sourire quand on dit est-ce que c'est vous qui avez frappé. C'est quel dépôt notamment à Belgorod, qui est un grand centre logistique. En général, ils le nient pour la forme. Oui, Et vous qui n'êtes pas officiel, vous dites quoi? Effectivement. Écoutez, on est bombardé avec les missiles X-22 là, qui est le plus ancien, qui détruit les objets civils. Effectivement, nous, on a l'intérêt d'atteindre les dépôts de munitions pour mettre à terme tous ces bombardements. Encore en plus, nous, les Ukrainiens, on n'a pas les lance-roquettes, enfin, on n'a pas les missiles à lancer qui vont aller 200-300 km. On n'a pas ça. C'est-à-dire, on n'est pas tout à fait dans un équilibre avec la Russie. La Russie, elle peut se permettre d'envoyer des missiles de Koursk ou de la part de Biélorussie, et après ça tape dans nos villes avec des dégâts pas possibles, et encore on n'a pas pour l'instant les lance-roquettes qui pourraient, ça va arriver avec les Américains qui vont nous donner un peu plus pour justement contrer ces Ce que vous missiles. dites est très important, Louis-Matoutia. Vous nous dites qu'il y aurait une forme de légitimité à ce que l'on aide l'Ukraine à pouvoir non seulement tirer sur le territoire ukrainien, bien sûr, mais même
en Russie. Écoutez, nous, on aura plus de précision déjà, parce que les armes qu'on a, apparemment, c'est beaucoup plus précis que ce qu'ont les Russes. Effectivement, si nous, on va tirer, ce sera les dépôts de munitions et des armes. Et ça ne sera pas les objets civils. Et voilà, effectivement, les Ukrainiens ne vont pas dire que voilà, nous, on a fait telle ou telle chose. Et d'accord, il faut encore prouver. Mais à Belgorod... C'est vraiment important ce que vous dites, parce qu'on pointe en fait un nerf de la question, c'est-à-dire est-ce qu'on aide les Ukrainiens vraiment à faire la guerre, mais faire la guerre vraiment pour pouvoir se libérer vraiment, ou est-ce que simplement on veut essayer de limiter la casse de ce conflit? C'est deux logiques tout à fait différentes. Alors pour le moment, il y a quand même encore une certaine retenue. Il n'y aura plus de retenue quand on livrera des munitions qui pourront taper à 300 km en territoire russe. Donc il y a quand même, et notamment du côté de Joe Biden, on sent quand même une hésitation. Et puis les dernières déclarations ne sont pas faites pour rassurer non plus, en disant bon, il faudra peut-être qu'ils se contentent d'avoir perdu une partie ça rejoint le plateau précédent quand Monsieur Laurin ou Samantha Bender, les deux disaient la même chose en fait. Il y a une forme d'hypocrisie occidentale où on dit on y va depuis 2014, mais on y va, on presse en même temps sur la pédale du frein à bien des égards. La co-belligérance, c'est pas tout à fait ça non plus. Nous, on fournit des munitions, mais et des armes. Il faut pas oublier, par exemple, qu'en septembre 1940, les États-Unis ont fourni 70 destroyers aux Anglais, et ils n'étaient pas en guerre. Et qu'en mars 1941, ils ont commencé à devenir l'arsenal de l'Occident, et ils sont entrés en guerre qu'en décembre 41. Donc, je veux dire, on peut fournir des munitions et des armes, prendre un parti sans entrer dans la guerre. Je pense que c'est de l'intérêt de tout le monde que, effectivement, l'OTAN ne soit pas non plus se passe pas, je voulais emmener le bras, broyer dans la machine de guerre aujourd'hui. L'importance cependant d'armes, y compris parmi les armes qui ne sont pas nécessairement les plus massives, il y a une image qui est abondamment commentée depuis quelques heures, c'est l'usage de cet obus bonus. Le nom est un peu curieusement commercial, mais voilà. C'est un obus qui a été conçu par les Français et les Suédois, parce qu'en fait c'est fait par Nexter et Beaufort. Donc ça, c'est une arme française. Oui, c'était fourni avec les Césars. Voilà. Ouais. C'est ce qui donne aux Césars, ce qui est le seul canon de 155, une allonge de 60 km d'une extrême précision, puisque ce sont ce qu'on appelle des obus intelligents. Alors, je ne sais pas en quoi un obus peut être intelligent, mais enfin en tout cas, c'est un obus qui arrive à discerner à l'arrivée et à sélectionner sa cible. Ça veut dire, pardon, j'ai lu ça, je fais le malin maintenant, j'ai lu un demi-paragraphe, donc je me sens intelligent, comme l'obus. Il scanne, n'est-ce pas? Il y a une forme de scannage du terrain. Voilà, pour résumer, c'est ça. En fait, à l'arrivée sur cible, alors il est déjà orienté par les coordonnées GPS et guidé, mais à l'arrivée, il analyse le champ sur lequel il est envoyé pour sélectionner les cibles blindées et taper plusieurs cibles blindées. Et voilà. Expliquez-nous, pardon, ici, parce que. Voilà, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit exactement? Donc on voit l'arrivée. L'obus a repéré un objet ici qui serait quoi? Qui c'est un blindé. C'était Panzer, non? Oui, c'est un Panzer. Ouais. C'est incroyable. Là, vous avez le résumé de comment. Donc, Ludmila Totieva est meilleure spécialiste de l'armement que Didier François qui fait ça depuis. Moi, je suis pas spécialiste de l'armement. Ici. J'ai lu ça, c'était un Panzer. C'est un Panzer, c'est comment ça s'appelle, de la défense antiaérienne. C'est des missiles de défense antiaérienne russes. Voilà. On a découvert aussi sur l'île de Serpent, en l'île de Serpent. C'est le même type de défense qui a été touché là. Voilà. Et donc l'avantage, c'est que ça permet. Alors ça, c'est ce qu'il faut la couverture, les bulles de défense pour les avions russes, les Sukhoi d'attaque au sol. Et donc ce sont des cibles dites à forte valeur ajoutée, puisque ça permet de nettoyer un petit peu le ciel, parce que quand ça s'est détruit, les avions volent beaucoup moins. Et donc évidemment, s'il est repéré et qu'il est loin, parce qu'en général ils sont très en arrière pour un peu protéger, pour être justement protégé, parce que c'est pas très lourd. Et l'obus de 60 qui tire à 60 km peut arriver jusque-là, exploser en hauteur pour être sûr de bien couvrir la zone. Et voilà, donc c'est grâce à son petit scanner, comme vous dites. Je voulais juste compléter. Alors, tirer à 40 km, par exemple, avec le César, c'est très bien. Il faut pas oublier que c'est sa limite de portée et que lorsque l'on tire à 40 km tous les jours, ça provoque une usure prématurée du tube. Et donc, à la fin, on peut avoir quelques centaines de coups en moins avant de devoir changer un tube. C'est 5000 coups. Et donc, ça posera d'autres problèmes à terme. Si on fait un bilan d'étape, Pierre Laurin, vous avez le regard de l'historien, mais aussi du journaliste. C'est très intéressant d'articuler les chiffres. On dit 130 jours, il y a à peu près 20% du territoire de l'Ukraine qui est maintenant sous occupation russe.
Je ne sais pas si on peut la rappeler, mais on montrait cette carte tout à l'heure qui rapporte cela à la France. Et les deux territoires étant à peu près de même taille, même superficie, ça se retrouve 1%, 20%. Voilà, c'est cette carte qui est quand même très parlante, où on voit quand même l'ampleur des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Alors c'est 20% parce que c'est la France, mais j'avais les chiffres tout à l'heure, je crois que si c'était l'Italie, on serait autour de 40%, si c'était le Royaume-Uni, serait autour de 50%, voilà. Ce serait 42% de l'Italie, 52% du Royaume-Uni. On voit tout de même l'énormité de l'enjeu, c'est une grande guerre. Oui, c'est une grande guerre, mais attention, il faut se méfier des règles de 3, parce que là, on rapporte à des territoires qui ne sont pas comparables, avec des difficultés différentes. L'Italie ne présente pas les mêmes caractéristiques du tout que l'Ukraine. La France un peu plus, mais encore, il y a des chaînes de montagnes en France qui ne sont pas... Et puis, il y a la difficulté également du terrain. Là, ce que les Russes ont occupé donc depuis... En 120 jours, un peu plus de 120 jours, c'est à peu près 20% du territoire ukrainien. Ils en occupaient déjà, ou du moins les républiques autonomistes de Lugansk et de Donetsk occupaient déjà une partie de ces 20%. Les gains territoriaux sont proportionnels à la résistance du peuple ukrainien. Et on voit, n'est-ce pas, la différence de point de vue aussi, parce que, vu des Ukrainiens, enfin je vous laisse parler, mais évidemment c'est immense comme territoire. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup, alors que souvent pour les commentateurs vus d'ici, français et autres, il y a une forme de relativité où on dit, bon, pour finir, les Russes n'ont pas tellement avancé que ça, ils se sont un peu enlisés. Bon, il y a quand même deux côtés pour regarder sur ça, parce qu'il y a la Crimée qui est inclue, et la Crimée, pour autant, il fait partie des gains russes. Oui, depuis 2014. Et si on regarde les républiques autoproclamées, là, ça faisait juste une partie assez petite de deux régions de Lugansk et de Donetsk. Effectivement, là, avec presque 90% ou 95% de la territoire de Lugansk, bon, c'est beaucoup quand même. C'est toute ma région d'où je viens, en fait. Et il est occupé. Vous êtes de Lugansk. Oui, moi, je suis de ville de Lugansk. Et après, effectivement, voilà, cette région-là. Après, Donetsk, ils sont pas là pour l'instant parce qu'ils ont un tiers de territoire encore à conquérir. Et je pense pas que ça va se faire dans les délais qu'ils se sont dit. Pour les Ukrainiens, ce qui compte, c'est que il y a des villes qui sont sous occupation et qui subissent des répressions qui sont très fortes. À Kherson, il y a beaucoup de résistance, mais on regarde d'autres côtés. À Zaporizhzhia, par exemple, la partie qui est occupée, il y a une russification très intense. Il y a des choses qui se passent, des violences qui sont faites aux Ukrainiens. Il y a aussi des gens qui sont déportés en Russie contre leur volonté. Effectivement, c'est des choses où on n'a pas, on peut pas avoir, le pouvoir dessus, où on manque même des informations. Et c'est que les informations qui nous parviennent. Et c'est ça qui nous inquiète les Ukrainiens, parce que c'est ça qui va attendre tous les territoires qui vont être occupés. Et vous imaginez si Poutine, et lui, il va pas s'arrêter là. Il veut toute l'Ukraine, il veut l'Ukraine sous son emprise, c'est-à-dire en sorte de proto-État comme Biélorussie, mais version ukrainienne. Ça sera le même sort pour tous les gens qui combattent pour la liberté de l'Ukraine. Vous avez mentionné Zaporizhzhia, c'est un point crucial ce soir en matière de nucléaire civil avec des inquiétudes réelles. Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était d'ailleurs l'une des frayeurs du début de cette guerre. Début mars, des combats avaient lieu autour de cette grande centrale nucléaire, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, à Zaporizhzhia. Donc, et l'inquiétude était d'autant plus grande que le ministre des Affaires étrangères ukrainien affirmait ceci: si ça explose, ce sera 10 fois pire que Tchernobyl. Depuis, on avait très peu de nouvelles finalement de cette centrale, de son fonctionnement. Et puis, cette semaine, l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, a annoncé avoir rétabli une liaison. Écoutez à ce propos ce qu'en dit le consultant nucléaire Yves Marignac. La liaison est rétablie, pour autant des contrôles restent nécessaires physiquement. Des inspecteurs de l'AIEA devraient pouvoir s'y rendre, notamment pour permettre en fait réglementairement, du point de vue de ces engagements de sécurité et de contrôle des matières, le redémarrage de 2 réacteurs qui étaient arrêtés pour maintenance. Donc voilà, on est très très loin d'un retour à une normalisation, si tant est que on puisse parler de normalisation tant qu'on reste de toute façon en situation de guerre sur cette centrale. Général Richoux, on se pose toujours la question théorique de la capacité de résistance d'une centrale nucléaire
Heureusement, il n'y a pas eu de cas vraiment qui ont pu le vérifier, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a une inquiétude réelle. Ça n'est pas théorique ici seulement. C'est une inquiétude réelle parce qu'elle est quasiment sur la ligne de front. Donc ça n'est pas rien. Donc quand on voit bien là, les Ukrainiens sont à l'ouest, la ligne de front passe exactement là. Donc il est très très possible que demain cette centrale. Alors vu la précision en plus des armements russes que l'on voit ces derniers temps, il n'est pas tout à fait impossible qu'elle puisse être touchée tôt ou tard. Et là, ce serait effectivement une véritable catastrophe parce qu'elles n'ont pas été prévues pour être durcies pour des opérations de guerre. Elles ont été prévues simplement pour des opérations civiles. Et donc ça pose effectivement une grosse interrogation, qu'elle soit... imaginez une centrale nucléaire sur la ligne de Verdun. Enfin, ça pose quand même un certain nombre de questions, effectivement. Vous avez été si longtemps militaire actif. Est-ce qu'il existe des normes? Est-ce qu'on sait si une centrale nucléaire peut résister à un tir de missile de telle intensité, ou est-ce que tout ça reste de la probabilité ou disons de l'espoir? Très franchement, je ne le sais pas, mais je doute qu'une centrale nucléaire soit prévue pour résister à un tir de missile. Ça me paraît tout à fait douteux. Surtout les centrales nucléaires ukrainiennes qui n'ont pas été durcies. Nous, on a des cloches, vous savez, encore en France, mais on se souvient que la centrale de Tchernobyl, c'est une usine et qu'il a fallu bâtir dessus une chape de plomb pour contenir les radiations. Donc j'imagine pas qu'ils puissent résister à une quelconque opération de guerre. Et d'ailleurs les Russes s'y sont pas trompés parce que ils n'ont pas bombardé la centrale de Tchernobyl quand ils l'ont prise. Alors est-ce que on voit ici les images de la centrale nucléaire de Tchernobyl? Dieu sait si ce sont des souvenirs pour tant d'Européens, les fameux mensonges français sur le nuage qui prétendument ne pouvait pas passer la frontière et autres sottises. Comment est-ce que ça résonne chez les Ukrainiens? Évidemment, ils étaient eux première loge, c'est très fort. C'est très fort. Par exemple, ma famille, mon papa, il a quitté Kiev juste la nuit quand Tchernobyl il y a eu lieu. Et chez les Ukrainiens, il y a beaucoup de choses qui résonnent lors de cette guerre. C'est à la fois Tchernobyl, c'est à la fois la famine et l'Holodomor, avec tout le blé qui est volé et l'impossibilité qu'on a de stocker le nouveau récolte. Pardon, je me permets la parenthèse, qu'on comprenne bien. Donc, l'Holodomor, c'était ces famines organisées en grande partie par le régime stalinien. Les années 30 sur le territoire ukrainien majoritairement. Et partout l'Union soviétique. Mais l'Ukraine étant le grand pays agricole. Qui était touchée. Et si vous regardez bien les documents historiques, c'était vraiment visé parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que le pouvoir stalinien était en train d'imposer. Alors oui, c'est vrai pour nous, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui résonnent à l'intérieur de chaque Ukrainien. Et on vit sur les bombardements dans certaines villes. Kharkiv, elle est maintenant pilonnée. Il y a Odessa qui a subi des pertes humains, civils qui sont très importants. Alors, c'est une alerte constante. Et en plus, même hors des armes nucléaires, juste ça, les centrales nucléaires qui sont dans les mains des gens complètement irresponsables, comment, effectivement, on peut avoir l'assurance qu'ils vont bien gérer? Nous, on n'a aucune confiance qu'ils vont bien gérer. Un rappel historique, Pierre Lerin, vous êtes l'historien ici, des bombardements, la Seconde Guerre mondiale, elle a fait rage partout, dans une grande partie non soviétique, mais l'Ukraine notamment, ça a été un terrain de guerre très important. Oui, c'était là que se sont déroulés les principaux combats, évidemment. L'Ukraine était le premier territoire de l'Union soviétique qui était à la portée des armées allemandes. Donc, elles ont déferlé sur l'Ukraine, ensuite elles ont atteint le Caucase, et puis elles ont été repoussées. Et donc, deuxième vague de destruction en Ukraine, puisque les armées allemandes ont été repoussées jusque dans les Carpates et au-delà, et évidemment à Berlin. Donc, c'est là que se sont déroulés les principaux combats de la Deuxième Guerre mondiale sur le front de l'Est. C'est tout le territoire ukrainien avec toutes les horreurs que l'on connaît, que ce soit du côté des armées allemandes, des supplétifs ukrainiens aux armées allemandes, des partisans soviétiques. C'était atroce. Et effectivement, c'est là que se sont déroulés les principaux combats et la majeure partie de destruction. Ce qui ne signifie pas que le reste de l'Union soviétique a été épargné, parce qu'en particulier le siège de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, qui a duré 900 jours, était particulièrement abominable. Et la durée de vie étant ce qu'elle est, il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui, qui ont vécu des bombardements à Kharkiv ou ailleurs,
qui les avaient vécues à l'époque de la guerre, voilà, qui maintenant des cas nonagénaires. Oui, nonagénaires, oui. Ouais. L'Ukraine, grand pays nucléaire, qui a dit ça vaut la peine, carte en main, de le montrer. Oui, absolument, Darius, c'est un point important. L'Ukraine, c'est un pays qui compte 4 centrales nucléaires. Je ne compte pas évidemment Tchernobyl, qui n'est plus en activité. Et donc 4 réacteurs, 4 centrales nucléaires réparties, vous le voyez, un peu partout sur le territoire. Et en fait, il en résulte 15 réacteurs nucléaires au total. Donc effectivement, gros potentiel nucléaire et... effectivement, gros danger potentiel. Explication de cette carte, on voit à quel point il y a plusieurs réacteurs, et en particulier Zaporijjia, qui est une centrale absolument gigantesque, n'est-ce pas, puisqu'elle a 6 réacteurs, c'est ça ? Oui, 5 réacteurs, oui. Tout à fait. C'est pour ça, je pense que c'était aussi stratégique côté russe de prendre Zaporijjia et la centrale. Déjà, la manière dont ils s'imprègnent sur le territoire ukrainien, c'est les parties qui étaient les plus industrialisées. Enfin, je veux dire, par rapport à les mines de charbon ou tout ce qui est la production et l'industrie. Et la Zaporijjia, c'est aussi la manière de... La centrale nucléaire, c'est une manière de manipuler, de faire le chantage, de faire peur, de menacer la manière dont ils ont prise. Je voudrais simplement dire, Zaporijjia appartient aux Russes actuellement. Donc on a quand même... il faut quand même se rassurer sur l'opportunité, enfin sur le fait qu'ils ne vont pas la bombarder. Donc c'est si demain il y a des opérations de reconquête, à partir du moment où ils la maîtrisent, que ça leur produise en plus de l'électricité qui revéhicule vers la Russie, ils n'ont aucune raison de la bombarder pour le moment. Donc ceci pour modérer un petit peu quand même les risques de bombardement sur cette centrale nucléaire. Mais des erreurs de frappe, ça existe. Une erreur de frappe, mais elle risque de plus de venir du côté ukrainien à ce moment-là, parce que eux, ils sont chez eux. Ils tapent pas dans leur ligne, a priori. Ah si, ils tapent. Et après, ils disent que c'est les Ukrainiens qui tapent, parce qu'ils tapent sur le Donbass depuis beaucoup de temps, et ils disent que c'était les Ukrainiens. Et c'est toujours comme ça, c'est l'inverse qu'ils disent après sur leur télé. Le Kramatorsk, à la gare, c'était qui ? En fait, c'était les Russes qui ont bombardé. Et pour autant, oui, c'était pas occupé à ce moment-là. Mais quand même, ils étaient déjà dans le Donbass. Et ils font toujours le même procédé, ils bombardent, après ils disent que c'est les Ukrainiens. Et voilà, c'est l'inverse qui est dit. Et moi, je ne serais pas étonnée s'ils bombardent la région de Zaporijjia et par hasard, par erreur, il y a un obus qui arrive dans la centrale nucléaire. Après, ils vont dire que c'est les Ukrainiens qui veulent tuer les russophones là. Est-ce que le bras de fer en termes d'alimentation électrique peut jouer, parce que la maîtrise d'infrastructures comme celle-là? Ah mais c'est fondamental en fait. On voit bien les Russes volent le blé ukrainien, ils ont pillé les réserves d'acier et de fer à Mariupol, et là ils sont en train d'essayer de brancher comme ces six réacteurs qui produisaient 50% de l'électricité ukrainienne sur le réseau russe. Donc c'est pour eux, bien entendu, cette usine marchand est bien plus intéressante que détruite. Enfin cette centrale, je veux dire, c'est... Général Richoux, sur l'armement, sur le risque de couper le robinet simplement aussi énergétique. On peut couper le robinet. Alors je ne sais pas si actuellement elle approvisionne encore, ou ils n'étaient pas en mesure de couper le robinet, je me semble-t-il, vers les Ukrainiens. Mais s'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Mais c'est une évidence. Et puis ils iront vendre leur électricité ailleurs. C'est pour ça que cette centrale nucléaire, en plus du problème de sécurité et d'une importance stratégique pour eux, ils la maîtrisent. Donc je ne pense pas qu'il y ait un risque absolument imminent de bombardement dessus. On parlait des livraisons d'armes avec des nouveautés. Ce soir, c'est cet effort de guerre en particulier des Américains. Le Pentagone a consenti une aide d'environ 800 millions d'euros, en plus des milliards qui ont déjà été engagés. Cela comprend, on voit la liste ici, donc 820 millions de dollars, 2 systèmes antiaériens, 4 radars de contre-batterie, de nouveaux missiles pour les HIMARS et jusqu'à 150 000 obus. Petit commentaire, explication de la liste de courses, si j'ose dire, ce qui est vraiment un effort très important, ce qui est à relativiser. Alors il y a 2 choses qui sont mises en avant et qui sont importantes. D'abord, c'est le système antiaérien. Le système antiaérien qu'ils ont mis, là, les deux. Alors ça va pas changer encore une fois. On est quand même dans l'échantillonnaire. Mais c'est 2 systèmes qui vont permettre de protéger Kiev en sortant simplement du système soviétique. Alors que là, c'est 2 systèmes qui sont assez avancés, qui d'ailleurs seront fournis par les Norvégiens, si j'ai bien compris, dans un espèce d'échange qui va être fait. Il y a beaucoup d'échanges dans tout. Il y a quand même un certain nombre de pays européens qui en profitent pour récupérer de l'armement américain et repasser un peu autre chose. Mais bon, bref, ça va quand même servir à protéger Kiev, et ça, c'est important.
parce que ça permet de relancer, ça va faire une bulle plus sûre autour de Kiev. Les radars de contre-batterie, c'est fondamental. On l'avait vu tout à l'heure dans un sujet, peut-être qu'on le reverra, de Charlie Nurel sur place. La contre-batterie, c'est vraiment fondamental parce qu'aujourd'hui, un canon qui tire est repéré par ces radars-là et permet donc de cibler la batterie qui a ouvert le feu. Et ça va très très vite. Aujourd'hui, la force d'un canon comme le César, c'est qu'il est capable de tirer en moins d'1 minute et d'avoir décroché en moins de 3 minutes. Donc avant la capacité de réaction de la contre-batterie et donc de ne pas être détruit. Donc la mobilité aujourd'hui des pièces est très importante. Or une partie des pièces par exemple qui ont été données, les fameux 777 américains, sont des pièces très fixes et donc très sensibles à la contre-batterie russe. Et à tel point que dans les unités d'artillerie ukrainienne, elles sont courageuses, elles font extrêmement bien leur métier, mais les gens savent qu'ils auront plus de morts et c'est plus dangereux de servir des batteries de 777 que de servir du César ou de l'automoteur. Maintenant, Général Richoux, quand on dit jusqu'à 150 000 obus, est-ce que c'est peu, est-ce que c'est beaucoup? C'est peu. C'est peu, pourquoi? Réellement, c'est peu. Quand on voit les Russes qui déversent 50 000 obus par jour, du côté de Lysychansk et Severodonetsk, à ce rythme-là, vous avez 3 jours de munitions. Alors, ils le font de manière plus parcimonieuse, véritablement, sans doute. Mais à mon avis, il y a quoi? Il y a 10 jours de munitions, peut-être? Une dizaine de jours, pas plus. Pierre Lorrain? Oui, il faut relativiser un tout petit peu. Les 150 000 obus, ce sont des obus qui sont au calibre des canons occidentaux, non pas au calibre soviétique, ex-soviétique, 152 mm, alors que l'armée ukrainienne est dotée en majeure partie de canons à 152 mm. Donc ça va apporter effectivement pas mal de réserves de munitions pour les pièces modernes, mais pas pour les pièces anciennes qui sont celles qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Parce que les pièces modernes, il y en a 250. C'est très frappant parce qu'on voit la distance, quand on vous spécialiste, quand on voit la distance entre la promesse, l'affichage, si j'ose dire, et puis la réalité de l'aide, on descend quand même de quelques étages. Ça dépend aussi de la capacité de produire. C'est ça. On a des dépôts qui sont assez médiocres, parce qu'on était en temps de paix. On a tout désarmé. Et donc les munitions, on a commencé par donner nos propres munitions, et ensuite, après, il faut les produire. Et on n'a pas d'économie de guerre pour le moment. En fait, il n'y a pas du tout de double langage. C'est ça qui est incroyable. J'ai essayé de l'expliquer. Ah, un petit peu quand même. Alors, Didier François, soyons honnêtes. On a essayé de l'expliquer depuis le début de la guerre. C'est pas que du double langage, honnêtement. Après, au début de la guerre, tout le monde était très enthousiaste, etc., etc. Et quand on essayait de manière réaliste de dire, écoutez, vous savez, la guerre, c'est un peu bébête, c'est combien on a de stock, quelles sont les distances, les portées, etc. François, vous avez utilisé un mot tout à l'heure, échantillonnaire. Oui, échantillonnaire. Échantillonnaire, c'est pas qu'on fait un effort, disons, capable de renverser la guerre. Quand on a 77, nous on a 77 au budget de 105, on avait, parce qu'on en avait donné 18. D'accord? Donc on a donné quand même un tiers de nos forces. On a 200 chars. Les Ukrainiens en ont plus que nous. Donc quand on dit échantillonnaire, c'est pas parce qu'on veut pas les aider. C'est parce qu'honnêtement, on n'a pas les capacités de le faire. Ou alors... on ne se les donne pas. Alors on est en train de se les donner. La France, par exemple, c'est le seul pays occidental pour l'instant. Ça va pas beaucoup aider les Ukrainiens, je vous le rassure. Enfin, je vous rassure pas, d'ailleurs, je vous le dis, mais... On vient de demander justement à nos chaînes qui fabriquaient les Césars et qui étaient capables d'en faire 9 sur 18 mois, de passer à 40. Mais vous voyez, c'est ça le sujet, par an. Donc on est quand même sur des sujets, c'est pas en 2022. Et pas en 2022. Pour monter des chaînes, c'est un processus complexe. C'est un processus complexe. Il faut des gens formés, il faut les machines-outils. Il y a un processus de qualité. Ah, donc ce ne sera pas en 2022, ce sera en 2023. 2023. Oui. 2024. 24. Oui, 24-25 même, je dirais moi. Mais il y a un point qui est important, c'est que là, on a vu une liste de courses de 820 millions de dollars qui est échantillonnaire. Mais en revanche, ce que le Congrès américain a voté, c'est 26 milliards de dollars d'armement. Mais on ne sait pas quels seront ces armements. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les 26 milliards de dollars resteront aux États-Unis parce que ce seront les fabricants d'armes américains qui en profiteront. Mais ce qui est normal, absolument. Mais ce qui est un peu curieux, c'est que là, pour 820 milliards, on a la liste. Pour les 26 milliards, 820 millions, on a la liste. Pour les 26 milliards, on ne l'a pas. Est-ce que 26 milliards, c'est des autorisations de dépenses, en fait? Et après, le problème, en fait, mais honnêtement, moi, je vois
dans les discussions entre les États qui participent à l'aide à l'Ukraine. Et Dieu sait si ça se fait, et c'est sérieux. Les états-majors et les task force dans lesquels travaillent Britanniques, Américains et Français, à savoir, avec les Ukrainiens, à voir leurs demandes et à voir ce qu'on peut leur fournir, ça bosse dur. Et honnêtement, on a un vrai problème à trouver à remplir les besoins qui sont définis. Honnêtement, c'est pas un problème. Encore une fois, la guerre, il y a de l'idéologie, mais il n'y a pas que de l'idéologie. Il y a bêtement des capacités à faire. Juste pour dire que je pense que le seul pays qui est capable de tenir un peu la cadence, si vous voulez, de cette production, c'est plutôt les États-Unis qui ont aussi l'intérêt pour produire et relancer un peu leur machine militaire. Et l'autre point important, je pense que c'est le but final, ce sera que les Ukrainiens passent complètement en armement, qui se réarment, si vous voulez, avec les armes occidentales. On passe à autre chose. Et les Russes, ils vont rester avec leur technologie. Mais les Américains, quand même, ont donné un tiers de leur stock d'armes anti-chars. Un tiers. Après, il y a la Chine derrière, donc ils ne vont pas donner les 2 tiers qui restent. Écoutez, on va parler de la Chine dans un instant, mais écoutez le président Zelensky qui précisément aujourd'hui livre aux États-Unis un message particulier. On voit bien la différence qu'il fait à l'égard des États-Unis par rapport à tous les autres. Écoutons-le. Il a raison. Je suis particulièrement reconnaissant envers les États-Unis d'Amérique et particulièrement envers Joe Biden pour le nouveau programme de soutien à l'Ukraine annoncé aujourd'hui, qui comprend des systèmes NASAM très puissants. C'est un complexe de missiles antiaériens qui renforcera considérablement notre défense antiaérienne. Au total, cette aide est évaluée à 820 millions de dollars et elle comprend également des munitions d'artillerie et des radars. Voilà, on entend la tonalité donnée par le président Zelensky, Ludmila Totieva. Est-ce que d'une certaine manière, pas du point de vue géopolitique, on va en reparler, il y a plein d'acteurs, mais du point de vue militaire, est-ce que c'est devenu une guerre américaine pour vous ? Moi, je dirais qu'on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Europe, elle a atteint ses capacités, ses limites dans les capacités de fournir des armes, et les seuls qui sont capables de nous soutenir au niveau qu'on espère, et même là, on n'est pas encore arrivé, c'est les États-Unis. Il faut aussi, c'est aussi la réalité à laquelle on fait face. Et je ne pense pas que c'est une guerre américaine, mais il ne faut pas oublier que la Russie, en défiant l'Ukraine, elle défie tout l'Occident. Il ne faut pas oublier ça dans les propos de Lavrov, dans les propos qu'on entend de Peskov. C'est pas que l'Ukraine. L'Ukraine, pour eux, c'est juste une monnaie d'échange entre la Russie et l'Occident. Et dans ce cas-là, il ne faut pas oublier que peut-être, en certains moments, cette guerre elle va basculer de dimension. Qu'est-ce qu'il en est des chiffres? Kadi Adoumdoua, sur ce plateau depuis des semaines, on sent notamment que les Français et les Anglais, il y a des guerres un peu aussi d'orgueil national, chacun disant mais non, eux ils promettent mais en fait ils ne tiennent pas. Les Allemands ont promis des sommes colossales, on ne sait pas toujours s'ils ont tenu. Chiffres en main, voilà. Qu'est-ce qu'on sait? Alors on va clarifier ça, Darius. De nombreux gouvernements effectivement ont fait des promesses de soutien. Regardez ce tableau. Cependant il existe effectivement un écart très important entre l'aide annoncée et l'aide réellement fournie. Ce tableau il est très parlant. Regardez. Notamment les États-Unis, qui est le plus grand pourvoyeur d'armes et de financement militaire. Selon le dernier rapport du Kiel Institute, c'est un institut allemand qui est indépendant et qui fait office de référence. Parmi les principaux fournisseurs, regardez, les États-Unis et l'Allemagne en particulier ont promis beaucoup plus que ce qu'ils n'ont livré en réalité. La Pologne et le Royaume-Uni aussi ont promis et livré, alors eux, plus que l'Allemagne. Les données montrent notamment que l'Allemagne a fait des annonces importantes. Si je peux me permettre, l'exactitude allemande en prend un coup. Oui, c'est vrai qu'effectivement, là, c'est sans appel. Chapeau les Français, parce qu'ils ont, si je lis bien, c'est ça. Ils tiennent autant qu'ils promettent. Donc les Allemands, c'est beaucoup moins bien. C'est un institut allemand, indépendant, qui le dit. Donc effectivement, c'est encore plus important. Et contrairement à beaucoup d'autres, elle n'a pas encore envoyé d'armes lourdes à l'Allemagne et seulement un tiers du soutien militaire promis est effectivement arrivé en Ukraine. Alors l'aide française est relativement modeste, mais comme vous le disiez, ça se joue à peu de choses avec ce qui a été promis et ce qui est arrivé finalement. Alors certes, les canons César, ils se révèlent très efficaces sur le terrain, mais la décision de les expédier n'a été prise que fin avril, quand les duels d'artillerie mettaient déjà en difficulté les forces ukrainiennes dans le Donbass. On sait également que 6 autres pièces doivent partir tout prochainement. D'ailleurs, Darius, vous noterez qu'à titre de comparaison, l'Australie, quand même, a expédié depuis l'autre bout du monde 6 canons similaires, les M777 ou M777, comme on voudra. Les États-Unis, eux, plus de 100.
Washington, en tout cas, songe aujourd'hui à envoyer des systèmes avancés solaires, voire une version améliorée des drones Predator. Et ça, c'est précis. Votre panneau est fascinant, Kadi, parce qu'on voit à quel point c'est pas seulement une histoire de chiffres et de comptabilité. Il y a l'attitude politique des États, celui-là. On parlait de l'Allemagne. L'Allemagne un peu affolée depuis le début de la guerre, qui a promis qu'elle allait faire tant d'efforts pour le gaz et le pétrole, qui ne les fait pas, qui est affolée par l'inflation, on va reparler de l'inflation, et qui est affolée aussi parce que elle a promis, elle a dit 100 milliards comme ça en quelques jours, et en réalité on voit que derrière, la machine ne suit pas. Oui, la machine ne suit pas. Alors, je connais bien l'Allemagne. J'ai été attaché de défense à Berlin. Donc, attaché de défense, ça veut dire espion en général. Ça veut dire espion de la DGSE. L'Allemagne est un véritable... On en a au moins un sur ce plateau, peut-être davantage. Je ne sais pas de quel service. Alors, le service ukrainien, bien sûr, mais tous les Ukrainiens sont en guerre. C'est normal. Donc, d'abord, c'est un régime parlementaire. Donc, il n'y a pas la capacité de rapidité de décision que l'on a en France. En France, si le président de la République décide que ce soir, on est en Afrique, dans les 12 heures, vous avez plusieurs centaines d'hommes qui sont dans l'avion et qui débarquent. En Allemagne, il faut un vote de Parlement pour jeter un soldat. Deuxièmement, il faut voir d'où vient l'Allemagne. D'où vient l'Allemagne, c'est qu'elle était dans une position... Il y a un véritable syndrome qui reste en Allemagne aujourd'hui et qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les décisions qui ont été prises dernièrement de fournir de l'armement offensif, moi, j'étais à Berlin il y a 2 ans, c'était quelque chose d'absolument inenvisageable. Absolument inenvisageable. Donc, il y a une véritable révolution. Il y a un tabou qui a sauté, là. Oui. Voilà. Troisièmement, ils fournissent du matériel lourd, ils fournissent des Panzerhaubitze 2000, ça se transporte pas comme du César, ça fait 55 tonnes, il faut le transporter par voie ferrée, et les voies ferrées, alors encore jusqu'en Roumanie ça va, mais ensuite les voies ferrées pour arriver au front, le César, lui, il est véloce, il est sur roue, il peut prendre tous les variantements que l'on veut, etc. Et ensuite, ils ont promis du Guépard, et le Guépard, c'est des vieux systèmes anti-aériens, 2 x 35 mm, mais il est sorti du service il y a 10 ans. Et donc, il faut retrouver maintenant des gens qui savent le servir, des gens qui savent l'entretenir, il faut trouver des pièces détachées, il faut pouvoir former des gens et puis pouvoir l'expédier sur le terrain. Donc, vous voyez que ça prend du temps et c'est pas forcément... Tout ça est quand même vertigineux parce que si on ramène à nous, si j'ose dire, on voit à quel point on est peu préparé à une guerre conventionnelle. On partait de l'idée que la guerre conventionnelle, c'était complètement fini en réalité. Oui, bien sûr. Depuis à peu près 91, on n'envisage pas... Malgré les épisodes de guerre en l'ex-Yougoslavie, malgré les interventions de l'OTAN, en particulier en Serbie, on n'envisage pas réellement une guerre sur le terrain européen. On s'était déplumé, les États occidentaux ou d'Europe de l'Ouest plus précisément, pas occidentaux, d'Europe de l'Ouest se sont déplumés. Mais bien sûr, enfin, d'un certain point de vue, la seule chose qui a fait un peu remonter, rappelez-vous qu'avant les attentats de Paris, c'était le président Sarkozy, prévoyait d'enlever 55 000 hommes à l'armée française, sachant qu'aujourd'hui, la force opérationnelle terrestre, c'est 77 000 hommes à 88 000 hommes. Donc vous voyez bien où on en était. Et on est remonté en puissance avec 10 000. C'est rien du tout. Depuis 91, les fameux dividendes de la paix, c'était « Ouh là là, la bonne affaire, on n'achète plus d'armement, on a fait une armée de métier en réduisant le nombre... » Allez un jour visiter le château de Vincennes où il y a la salle, où il y a tous les étendards des régiments dissous qui sont, qui sont au plafond. Et donc, vous allez voir la différence. On n'a pas fait de manœuvre divisionnaire, donc à l'échelle d'une division, où on engage quand même plusieurs dizaines de milliers d'hommes avec l'ensemble de le matériel. Depuis Kriegsspatz, c'était quoi? C'était 87. Oui, moi, la dernière manœuvre de niveau divisionnaire que j'ai faite, c'était pas Kriegsspatz, parce que ça c'était la force d'action rapide. C'était Frankie Churchill en 86. Voilà, mais c'est la même chose. C'est un an avant. Voilà, je te posais la question tout à l'heure, quand tu étais patron de la brigade blindée de la 7e, les chars, ils ne les ont plus dans les régiments. Maintenant, ils sont sur les... Voilà, enfin, il n'y a qu'une vingtaine... Enfin, on a quand même des armées, mais lourdement. Pierre Leroy. Juste un point sur l'Allemagne. En fait, lorsque les Allemands ont décidé 100 milliards, c'est un effort de réarmement, toute catégorie, et non pas seulement pour l'Ukraine. Il faut... relativiser un peu. Charité bien ordonnée. Absolument. Commence par soi-même. Voilà. Mais c'est vrai que si on veut donner du matériel, il vaut mieux l'avoir. Ouais.
Didier François, petite parenthèse, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, en revanche, il y a eu une reprise. Absolument. Depuis qu'Emmanuel Macron est président, il y a une reprise de l'effort d'armement. Il y a eu, en tout cas, c'est la première fois depuis je ne sais plus combien de temps que le budget de la défense a été respecté et augmenté. Voilà, la loi de programmation militaire, je pense que c'est la première fois de son histoire qu'elle est respectée. En fait. Voilà. Mais alors... Là, Ludmila Totieva, qui est notre vrai expert militaire, vous êtes tous des nains, pardon, par rapport à Ludmila Totieva. Là, elle dit bravo. Hein. Je veux dire simplement rajouter une chose, c'est que aujourd'hui où cette courbe est respectée, elle est menacée par l'inflation. Ouais. Et ça, c'est quand même un problème. Et on va reparler dans un instant de l'inflation et ces chiffres vertigineux. Est-ce que ça peut fatiguer les opinions occidentales? Mais si on reste un instant à cet effort d'armement, le tableau encore, la place particulière du Royaume-Uni, ça a été souvent débattu. Est-ce que le Royaume-Uni en fait plus ou moins? Oui, on voit qu'il y a un effort important du Royaume-Uni. Alors, eux aussi, ils ont promis un peu plus qu'ils ne tiennent, mais enfin, là, le ratio est quand même très honorable. Il faut un effort. Et puis la Pologne, effort de la Pologne, c'est fascinant de voir comment la Pologne... et c'est un pays moins riche, proportionnellement évidemment, mais la Pologne voisine de l'Ukraine, Pologne... À la fois aussi le fait du côté humanitaire, c'est-à-dire vous imaginez tous les réfugiés ukrainiens, pas tous, mais beaucoup de réfugiés ukrainiens, ils sont allés en Pologne aussi par les réflexions de proximité, de pouvoir retourner vite. Et c'est ça qui fait aussi, pour nous, en tant qu'Ukrainiens, on voit cette solidarité avec la Pologne qui est juste énorme. Et là encore une fois, alors c'est pas du tout pour remettre en cause l'engagement de la Pologne qui est absolument réel, hein. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et une volonté réelle, vraiment ils sont à fond. Néanmoins, c'est pas totalement neutre, c'est qu'ils se sont débarrassés, grosso modo, de tous leurs anciens matériels soviétiques et que c'est les Américains qui le remplacent avec du matériel de l'OTAN moderne. Donc à la sortie, non mais c'est très bonne guerre, j'ai aucun souci avec ça. Mais les chiffres sont en fait pas totalement vrais, parce qu'en fait, ce qu'ils ont donné, c'est à la demande des Américains, et ils vont obtenir en remplacement du matériel qui va faire payer par les Américains. Mais c'était la seule chose à faire. Ah mais bien sûr, les armes polonaises et ukrainiennes, pour une grande partie, étaient compatibles. Donc, au contraire, c'est normal que les Polonais aient donné ce qui manquait aux Ukrainiens. Ce n'était pas une critique, je disais juste qu'ils n'avaient pas fait une mauvaise opération dans l'affaire et que le chiffre, en fait, c'est une explication. Et je disais, ils ont réussi aussi à attirer l'état-major du 5e corps. Exactement. De l'armée qui va s'installer en Pologne. Exactement. Et donc, alors que ça c'était pas à l'ordre du jour avant. Tout à fait. On voit combien dans ces pays-là, nous l'avions oublié, la crainte du voisin russe était présente déjà avant. Et je pense que c'est juste que ces pays-là, ils sont jamais tombés dans l'illusion qui est quand même très présente dans l'Occident, je veux dire dans l'Europe de l'Ouest, que la Russie, elle va se calmer, ça va être démocratisé, qu'il y a une nouvelle vague qui va venir. Je pense qu'ils ont gardé cet réalisme vis-à-vis de la Russie. Ils ont vu ces changements qui ont eu place. Et je pense qu'ils n'ont pas, ils sont restés quand même confiants à ce qu'eux, ils ont connu comme expérience dans l'époque soviétique. Ils ont été occupés 70 ans, hein. Ça fait quand même une première injection forte. Après, il n'y a plus qu'à faire les autres rappels. Nous, on en est encore à la première injection. On va voir dans un instant un reportage qui a valeur de document de Charlie Nurel, qui est une de nos envoyées spéciales. Elle est vraiment sur la ligne de front. J'aimerais que vous disiez, avant de voir son reportage, quelque chose sur la violence des affrontements. Parce que ce qui se passe, on a vu tout à l'heure les images à Lysychansk, c'est un affrontement d'une ampleur et d'une violence exceptionnelle. On parle d'une guerre de haute intensité, on dit souvent, on la relativise par certains côtés parce qu'on dit c'est une partie selon le territoire, pas l'autre. Non, en réalité, notamment sur ce front-là, c'est extrêmement violent. Ah oui, c'est très violent. On n'a plus connu en Europe, à part la Tchétchénie, mais c'était pas en Europe. On n'a pas connu ces affrontements avec quand même des groupements blindés appuyés par des pièces d'artillerie par plus de plusieurs dizaines. Enfin, il y a longtemps qu'on l'a pas connu ça. Enfin, je vous propose de découvrir en Bosnie précisément son reportage. C'est vraiment un reportage très fort qui exprime ce que vous dites. Général Richoux, on est là vraiment au feu. Votre regard d'abord sur le fait, la rapidité. On voit ces militaires ukrainiens qui partent vite
parce que le contre-feu peut être quasi immédiat. Absolument, absolument. C'est le tir de contre-batterie que redoutent absolument tous les artilleurs. Donc on tire, mais on est détecté. Et s'il y a un radar de contre-batterie dans les environs, très rapidement, il peut y avoir un tir de contre-batterie qui vous arrive dessus. D'où l'importance des systèmes d'armes hypermobiles comme le sont le César. Hein, le M777, Guy en a parlé tout à l'heure, c'est un engin qu'on plante en terre, c'est lourd, et après on ne part pas comme ça. Donc c'est des engins qui sont beaucoup plus vulnérables. Et aujourd'hui, la protection, elle ne vient plus par la cuirasse. Avant, ils étaient cuirassés, il y avait on les voit, c'est des blindés cuirassés de partout. La protection vient essentiellement par la mobilité. Il faut être capable de partir en 1 ou 2 minutes et de se réinstaller sur une autre position dans la foulée pour ne pas être pris à partie par l'ennemi. Oui, j'ai écouté beaucoup les militaires ukrainiens. Ils disaient sur l'importance justement de cette mobilité et cette rapidité de réaction. Et c'est là où tout l'intérêt de César ou d'autres types d'armements qui vont être fournis par l'Occident. Parce que voilà, nous, vous avez vu ce que c'est. Hein, c'est des vieux matériels soviétiques. Voilà, il faut déjà tirer et vite s'en aller. Et c'est vraiment très très dur voilà. On n'est pas du tout à une égalité en termes militaires. Et c'est ça qui fait aussi... on fait preuve de créativité, certes, mais il y a juste les limites où on pourrait aller en termes d'offensive ou même de défensive. On ne parle pas de même d'offensive. Ce qui saute aux yeux du profane, ce sera bientôt le défilé du 14 juillet en France. Là, on va revoir des armes ultra-modernes, des avions ultra-modernes. Là, on est dans une guerre qui rappelle à bien des égards 39-45, il y a beaucoup de choses. C'est 39-45, et puis c'est avec de l'armement qui n'est pas beaucoup plus évolué que 39-45. Je dirais que l'armement russe, c'est de l'armement soviétique qui est post-guerre, des années 60, 70, c'est-à-dire 20, maximum 30 années après. Il n'y a pas de rupture technologique avec ce qui se faisait à l'époque. En revanche, l'armée française, puisque c'est le 14 juillet, elle est numérisée, elle a des armements de haute technologie. Alors on parlait d'une armée échantillonnaire, c'est vrai, mais en même temps, la veille technologique a été gardée sur tous les types d'armements et on peut remonter en puissance. Alors ça demande du temps, on a parlé des chaînes de construction, etc. Mais on peut remonter en puissance parce qu'il n'y a aucun trou capacitaire dans l'armée française aujourd'hui. Avec cependant, et c'est très frappant depuis quelques jours, Kadia Doumdouaz, ce spectacle étonnant, on voit des armes russes hyper sophistiquées et puis d'autres qui sont primitives, qui remontent quoi, aux années 60 ? 60, le missile qui a tiré sur le centre commercial, la création c'est 62. Alors, précision avec vous, Kate. Oui, effectivement, il y a un peu un melting pot comme ça, on s'y perd un peu. Et Moscou dispose effectivement aussi d'armements plus modernes. On va s'y attarder justement, histoire de comprendre les moyens dont disposent les deux camps. Mi-mars, le ministère de la Défense russe annonçait avoir eu recours à des missiles hypersonique de type Kinjal. Pour information, ça veut dire poignard en russe. La caractéristique principale, une vitesse de 10 000 km/h. Je pars sous votre contrôle. L'engin peut être doté aussi d'une ogive à fragmentation de 500 kg ou d'une ogive nucléaire et une portée jusqu'à 2000 km. Alors, tout comme les Zircons, les missiles hypersoniques Kinjal, ils appartiennent à une famille de nouvelles armes militaires qui sont développées par la Russie. Et si Vladimir Poutine, d'ailleurs, les qualifie d'invincibles, certains experts militaires eux estiment que le Kremlin pourrait exagérer les capacités de cette arme solaire. Je voudrais aussi qu'on s'arrête sur un missile d'un tout autre genre. On l'a évoqué tout à l'heure, le missile Kh-22. Un engin qui provient d'anciens stocks soviétiques. Début mai, ils ont frappé la région d'Odessa. C'est le même missile dont on a parlé hier, tout simplement parce qu'ils ont frappé la région d'Odessa. On l'a dit hier, au moins 21 personnes ont été tuées. C'est un missile anti-navire supersonique à très longue portée. Il a été mis en service pour la première fois en 1962. Il avait été initialement pensé pour pouvoir résister à la défense aérienne américaine et détruire les porte-avions de l'US Navy. Une portée de 600 km. Il peut être doté aussi d'une charge nucléaire. Et puis pour conclure, Darius, je voulais qu'on parle du Kh-32. Ce missile anti-navire, vous vous souvenez d'ailleurs d'avoir été utilisé contre le centre commercial à Kremenchuk la semaine dernière. Ce très gros missile de croisière sophistiqué, il a été spécialement conçu pour la lutte anti-navire et les frappes à longue distance. Il est d'ailleurs capable de frapper un navire à plus de 1000 km. Et puis je voulais juste vous faire remarquer une chose, c'est qu'on évoquait les stocks d'armes russes, mais n'oublions pas aussi que Vladimir Poutine il dispose aussi, avec la Chine, d'un puissant allié capable de regarnir significativement ses stocks, comme l'Occident le fait justement en ce moment avec l'Ukraine. Moscou et Pékin
Ils se vendent mutuellement des armes depuis très longtemps. Les drones chinois, notamment, intéressent beaucoup Moscou. Et au vu du contexte actuel, l'Occident devrait peut-être se montrer un peu prudent. Je ne sais pas ce qu'en pensent vos invités. La question, c'est savoir combien ont-ils de missiles encore de dernière technologie. On ne doute pas que les Russes soient capables de faire des missiles hypersoniques, etc. Le problème, c'est qu'on estime qu'ils en ont tiré plus de 2500. Donc aujourd'hui, quand ils tirent un missile anti-navire sur un centre commercial, on a tendance, alors ça reste à prouver, bon, on a tendance à se dire qu'ils sont en train de puiser dans leur vieux stock et qu'ils n'ont plus les missiles de dernière génération nécessaires pour faire des tirs de précision. Comment expliquer une telle disproportion ? On a l'impression d'une amplitude incroyable avec des armes, comme on le disait, des années 60, qui sont des espèces de vieilles casseroles. Et là, c'est évidemment chargé 1000 kilos d'explosifs pour le missile qui a été tiré à Odessa, donc une force incroyable, mais une technologie vraiment très très vieux genre. Et puis, ces missiles hypersoniques qui sont du dernier cri. Pourquoi est-ce qu'il y a un usage aussi qui paraît aussi désordonné? Je crois qu'au départ, les Russes ont utilisé des missiles hypersoniques très parcimonieusement. Ils ont ils les ont utilisés au compte-gouttes pour montrer qu'ils les avaient. Ouais. Maintenant, il est évident que dans un conflit comme celui de l'Ukraine, il est hors de question pour les Russes de gaspiller ce qui peut être leur force majeure dans le cadre d'un conflit beaucoup plus étendu. Par ailleurs, c'est pas très rassurant ce que vous dites, d'ailleurs, si je peux me permettre. Je crois que c'est comme ça que ça se passe, et toutes les armées du monde font la même chose, quel que soit le. Combien ils en ont de ces missiles hypersoniques? On n'en sait rien, et je pense que c'est un secret bien gardé, mais ils en ont pas tant que ça. Mais en revanche, moi, je pense que la réponse, elle est celle-là. C'est-à-dire qu'on voit bien depuis le début dans cette guerre, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de ce qu'il garde et ce qu'il dit pour dissuader les Occidentaux de rentrer dans la guerre. Donc c'est toute la menace sur le nucléaire, c'est la démonstration d'un certain nombre d'armes de type Rinjal, etc., en disant attention, rappelez-vous que peut-être que ça patachonne sur le terrain avec nos vieux T-62, mais on a quand même ça derrière. Donc si l'OTAN, vous voulez être co-belligérant, on passe à autre chose. Donc c'est de la dissuasion de son point de vue pour limiter la guerre à ce qu'il veut faire, c'est-à-dire essayer de se prendre un morceau d'Ukraine avec, alors là, des vieux trucs, mais enfin ça tire, mais ils en ont beaucoup. Et donc, et avec un mépris total pour la vie des Ukrainiens, donc l'utilisation, oh là là, on va plus viser dans les stocks de qui ont été faits en 1962 et qui avaient été réformés en 2007, parce que fondamentalement, la vie des Ukrainiens, déjà, la vie de leurs soldats vaut pas grand-chose. Alors là, franchement, et donc c'est ça, il y a ces deux niveaux-là, et l'autre, il le préserve, effectivement, au cas où la dissuasion ne marcherait pas. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur cette... vous savez, au début, quand les Russes ils ont fait le 24 février, cette invasion de large ampleur, tout le monde disait mais c'est la deuxième armée la plus grande du monde. Et effectivement, quand on entretient cette illusion que c'est l'armée la plus puissante, on fait, si vous voulez, cette fonction de dissuasion nous-mêmes. Après, la véritable question... Qu'est-ce qu'ils ont derrière? Certes, on n'en sait rien combien ils ont de missiles hypersoniques, mais ce qu'on sait, c'est que leur armée, il était beaucoup corrompue. Ils n'ont pas pu investir autant qu'ils voulaient dans la nouvelle technologie. Et moi, un peu connaissant quand même la Russie, je pense qu'ils continuent de montrer les armes les plus avancées pour juste montrer leur force et pour dissuader. Mais combien ils en ont? S'ils en ont un ou deux, il faut faire attention en blef au final, parce qu'ils dissuadent, ils font la dissuasion en Occident. Mais sauf que moi, je suis convaincue que l'Occident a presque les mêmes choses et même plus encore pour dissuader en retour. Voilà, il faut juste ne pas non plus faire une illusion d'une grande armée encore une puissante. Il faut dire aussi que l'armée russe a fait comme nous. Elle a eu une armée d'un peu de corps expéditionnaire, échantillonnaire, parce que ça correspondait aux campagnes qu'elle a menées ces dernières années en Syrie, en Tchétchénie, etc. Donc elle a une armée c'était 280 000 hommes, je crois, à peu près, qui est à peu près professionnalisée. Celle-là était bien équipée. En Syrie, on l'a vu. Mais dès qu'on dépasse et qu'on commence à taper dans une guerre longue, dure, où on consomme des munitions, on s'aperçoit que les stocks chez eux non plus n'existent pas. Enfin, les stocks d'armement très modernes. Voilà. Et que par contre, les munitions de type 152 mm, là, ils en ont tout ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a une part de désordre? Il y a eu beaucoup de témoignages dès le début de la guerre sur, effectivement, la cruauté de l'armée russe vis-à-vis de ses propres soldats, avec cette tradition Djidochina, je crois, quand on dit, n'est-ce pas, les bizutages très poussés qui existent, la violence. Et puis,
un peu de désordre, quoi, un peu de désordre qui, dans cette armée, a existé toujours, parallèlement à souvent un très grand courage pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. On a l'impression qu'elle est mal commandée, ça c'est sûr, elle est mal coordonnée, ça c'est une certitude, parce que le combat interarmes, ils ont l'air de l'avoir oublié depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils sont absolument incapables de coordonner. Ensuite, vous parliez de la corruption, je crois que le budget, il n'est pas si épais que ça, ils avaient 65 milliards de dollars, et il y aurait 15% de coulage qui disparaîtrait. Vous savez, comme les fleuves qui disparaissent dans le sable avant d'arriver à la mer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en début de conflit, ils étaient obligés de faire la guerre avec des iPhones. Donc, ils ont été ciblés très, très rapidement. Et parce que les transmissions modernes qu'ils étaient supposés avoir n'existaient pas. Ou étaient pas en nombre suffisant. Les images du bombardement d'Odessa, quand on dit là, on parle alors vraiment de la vieille version, n'est-ce pas? Ce sont ces missiles des années 60. Les Kh-22, oui. Mais avec une charge colossale. C'est 1000 kilos, une tonne. Donc ça fait un cratère de 12 mètres de large sur 5 mètres de front. Donc ça vous donne... Enfin, c'est énorme. Et avec une précision, malheureusement, qui est de l'ordre de 600 mètres. Donc 600 mètres dans une telle charge dans une ville avec une précision aussi faible, mais c'est criminel. Avec une capacité cependant de résistance à leur propre perte. Vous qui êtes l'historien, Pierre Laurent, comment est-ce que vous expliquez ça? Le fait que la Russie, bien sûr, c'est un régime autoritaire, tout le monde le sait bien, mais il y a visiblement une forme de résistance, pour l'instant en tout cas, au fait de pouvoir perdre, personne ne sait combien, peut-être 20 000, peut-être plus, sans qu'il y ait un effet pour l'instant dans la société russe, visible en tout cas. Il ne saurait y avoir d'effet dans l'immédiat parce que c'est tout récent. D'abord, on ne sait pas combien il y a de pertes, peut-être 20 000, peut-être moins, peut-être plus, on n'en sait strictement rien. Ensuite, ce qui est très sûr, c'est que le peuple russe est un peuple résilient, c'est-à-dire que généralement il est derrière ses dirigeants et il sait que lorsqu'il y a une situation de crise, une situation de guerre, il faut y aller. Avant que les premiers sursauts contre la guerre en Afghanistan se soit manifesté. À l'époque, c'était la période soviétique, mais également la période de Gorbatchev. Donc il y avait une grande liberté, mais il a fallu attendre au minimum 7 ans. Là, pour la Tchétchénie, ça a été pareil. Il n'y a pas eu réellement de contestation du peuple russe contre ce qui se passait en Tchétchénie. Donc là, je pense qu'il faut attendre peut-être des années avant que réellement il puisse y avoir une contestation éventuelle. Cette capacité à encaisser les pertes en termes de soldats, ça donne aussi la force de ce rouleau compresseur dans les territoires qui sont déjà occupés. Jusqu'à un point impressionnant, ce sont des images du jour, on voit comment à Mariupol, la ville symbole de l'occupation russe, en ce moment les Russes revendiquent le fait de reconstruire avec un discours de propagande très construit, disant voilà, nous sommes en train, regardez ces images, elles sont non seulement montrées mais elles sont revendiquées, commentées par les autorités russes en disant une nouvelle Mariupol est en train de naître et la Russie le vante. Ludmila Totieva, votre réaction à ces images? C'est juste d'une absurdité, d'une hypocrisie totale, comme tout ce qu'ils font. Ils ont détruit complètement la ville. Montrez, si vous avez des images, montrez le Mariupol avant que les Russes ils le prennent. C'était une ville assez développée, avec beaucoup de financement de l'Union européenne d'ailleurs, dans les programmes de développement qui étaient mis là-dedans. C'était une ville européenne, si vous regardez comment c'était avant. Ils ont tout détruit. Ils ont mis des personnes dans des conditions pas possibles pour habiter. Et après, ils reconstruisent. Ils se vantent de quoi exactement? C'est ça ce que leur Ruski Mir, c'est ça en fait ce qu'ils apportent. Ils apportent la mort. C'est pas du tout. C'est juste une illusion qu'ils le font. Et ils font ce jeu effectivement pour les écrans des Russes qui les regardent, la propagande russe. Ça me fait penser à Grozny. Grozny, c'était une ville qu'ils ont totalement ratatinée, qui était détruite, c'était terrifiant, c'était incroyable. Et après, effectivement, ils ont fait ces espèces de centre-ville avec aussi rapidement. Ça a été rapide, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis, beaucoup d'argent détourné, puisqu'on, bien sûr. C'est ce qu'ils ont fait à Grozny. C'est exactement ça. Ils ont aplati Grozny, ils l'ont construit. Voilà. Ils ont fait une ville neuve. Avec cette volonté affichée, n'est-ce pas, d'annexion en quelque sorte. C'est clair. Ces images-là, c'est ça que vous avez écouté ce qu'un responsable des travaux publics russes, évidemment, dit à ce sujet.
À ce jour, nous avons 500 ouvriers qui travaillent sur le chantier, avec plus de 80 engins de chantier. Les appartements seront construits tout équipés. Il y aura des cuisines avec un four, un évier, des toilettes dans la salle de bain. Il y aura du papier sur les murs, des éclairages. Les gens pourront emménager et vivre immédiatement dans ces appartements. C'est quand même alors d'abord, entreprise militaire qu'est-ce que c'est que ça? Alors parce que c'est quand même pas une entreprise de BTP. Oui, entreprise normale. Militaire. Oui. Alors c'est ce qu'on appelle les actions civilo-militaires du côté OTAN et chez nous. Donc voilà, c'est quand même très très organisé et ça fait partie du travail dit d'influence, en fait, de propagande, qui consiste à gagner les cœurs et les esprits, enfin ce qui reste. La vérité c'est ça quand même. Faut être sérieux. Et donc ils ont monté, c'est quand même, le gars il est en uniforme, il est venu avec son programme Potemkin, qui sera pas un village, mais qui sera avec les appartements témoins là qui sont en train de construire devant les caméras de télévision, et le discours qui va bien. Bon voilà, c'est là honnêtement, faut Ils construisent ça plutôt pour les Russes. Ils arrêtent leur clownade. C'est parce que c'est comme ça en fait. C'est juste du clownisme. Ils font des clowns pour tout le monde. Parce que le nombre des Russes qui n'ont pas les facilités comme le toilette chez eux ou d'autres dans les villages, dans le reste de la Russie. Parce que la Russie, c'est pas que Moscou et Saint-Pétersbourg et quelques grandes villes. C'est des gens en fait qui n'ont pas des appartements comme ça, qui rêvent d'avoir des appartements comme ça. Qu'ils s'occupent de leur peuple, qui s'occupent de ça, et pas d'envahir un pays à côté, de reprendre ce que nous, on avait déjà ça. Merci, on n'en avait pas besoin. On n'a rien demandé strictement. Votre peuple, il le demande dans certains villages. Ils demandent ça. Ils n'ont pas accès à ça. Ils n'ont pas le droit à ça. C'est qui paye toutes ces reconstructions? C'est qui? C'est le ministère de la Défense, tout va bien. Oui, mais tout va bien, mais c'est l'État. Et l'État, au lieu de servir son propre peuple, il fait les guerres de conquête dans le XXIe siècle, et après il fait l'hypocrisie et ça sur la télé. Sur la structure de la machine d'État russe, c'est très intéressant de revoir ces images aussi, où on voit ces écrans géants diffusés dans Mariupol. Là aussi, c'est le ministère des... C'est le MCS, le ministère des situations d'urgence, qui est un peu l'équivalent de protection civile, mais bien plus militarisé. Voilà, tout ça, ça montre la puissance de l'appareil, on disait en d'autres temps, militaro-industriel à l'époque de l'Union soviétique. Alors il a évolué, mais l'armée est toujours au centre de beaucoup au cœur de l'État. Oui, c'est la cité idéale de Platon. C'est ça, voilà, c'est formidable. Mais un peu kaki. Je ne suis pas sûr que Platon cautionnerait ce que vous dites, Pierre. Platon cautionnait l'esclavage. Oui. Laissons Platon là où il est. Non, en ce qui concerne le ministère des situations d'urgence, effectivement, c'est une force paramilitaire, comme le sont en Russie toutes les forces qui ont un pouvoir sur la population dans le sens de protection ou non, peu importe. Mais c'est cela. D'ailleurs, le ministre de la Défense, Shoigu, il y a quelque temps, était ministre des situations d'urgence. Donc il y a une perméabilité qui est assez évidente. Ensuite, il y a un point très important, c'est que le type qui vantait les appartements témoins, il était en uniforme. Oui. Il aurait pu être en costume-cravate. Et là, on aurait dit « Ah, il s'est déguisé ». Donc, bon, quoi qu'il fasse... Il ne s'en cache pas. L'appareil militaire et policier russe, c'est une tradition, parce qu'alors, en d'autres temps, d'autres régimes, comparaison n'est pas raison, mais c'était le NKVD qui s'occupait de tout. Le KGB aussi, qui avait toutes sortes d'attributions bien au-delà de ce que sont les services, les amis du général Roux de l'époque où il était à Berlin en poste. Des équipes de foot, le Spartak le Spartak, c'était l'armée. CSKA. Le CSKA, voilà. Le CSKA, c'est l'armée. Le Spartak, c'est le KGB. Donc, voilà, il n'y a pas de... Ils avaient ça aller loin. L'annexion de fait, ce sont ces images de passeports aussi qui sont distribuées. On voit que la machine, alors il y a la reconstruction avec ces entreprises militaires de travaux publics en uniforme qui sont déjà à l'heure. Et puis on est ici à Donetsk, tout le travail de russification accéléré. Là encore, on voit à quel point la machine d'État russe est déjà en train d'incorporer
ces populations. On voyait effectivement des images un peu pareilles sur la distribution des passeports à Kherson, avec 13 personnes qui ont accepté d'avoir le passeport. Effectivement, c'est pas la même situation qu'à Donetsk. Déjà, ça c'est Donetsk même, c'est-à-dire que Donetsk il est occupé, si vous voulez, déjà depuis un petit moment. C'est la République autoproclamée. Effectivement, c'était des personnes, qui il y a pas mal qui ont attendu, qui attendaient la Russie, si vous voulez dire. Enfin, ceux qui ont resté, il y a pas mal qui ont attendu. Il y a un point qui est important de ce point de vue, c'est qu'une grande partie, 17% de la population de l'Ukraine, était russe ethnique en 91, au moment de l'éclatement. Donc ces Russes ethniques, sur leur papier d'identité intérieure, il y avait citoyenneté soviétique, nationalité russe. Et ils se sentaient russes, ils étaient russes ethniques. Et ensuite, en Ukraine, ils ont été dépourvus de leur passeport intérieur, ça a été des cartes d'identité ukrainiennes où il y avait citoyenneté ukrainienne. Et puis c'est tout. Il n'y avait pas la mention de leur nationalité à laquelle, pour beaucoup, étaient très attachés. Donc, ceux qui réclament les passeports, c'est ces gens-là essentiellement. Après, c'est pour dire qu'effectivement, à l'époque, c'était 17%. Moi, je viens de la région, effectivement, je peux aussi témoigner de quelle est mon histoire de ma famille. Nous, on était ethniquement ukrainiens qui sont venus du centre de l'Ukraine. Mon grand-père qui est venu dans le Donbass parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas eu énormément d'endroits où on pouvait trouver le travail. Effectivement, il était installé dans la région de Lugansk. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Ma grand-mère, elle était la professeure de langue française, de langue ukrainienne et littérature dans une école. Et il y a beaucoup de familles comme ça qui ont dû se réinstaller, mais ils étaient ukrainiens. Si vous regardez les cartes dans l'histoire, Donbass, il appartenait toujours, si vous voulez, dans l'Ukraine, dans le sens où on voyait ça dans différentes périodes. Expliquez-nous bien clairement, parce que de l'extérieur, c'est pas si facile à comprendre. Je me rappelle l'époque de la Yougoslavie où, pour nous, Européens de l'Ouest, tout c'était yougoslave. Et puis en quelques semaines, on a appris à comprendre que il y avait des Croates, il y avait des Serbes, etc. Et des Roms. Dans tous les détails et les nuances qu'on pouvait avoir. D'une famille à l'autre, d'un immeuble à l'autre, d'un appartement à l'autre, on reconnaît une famille, comme vous dites, ethniquement ukrainienne ou ethniquement russe. Moi, j'avais des connaissances quand je faisais mon école, mais c'était 1% dans la classe qui étaient russes, qui sont venus et ils s'est installés dans la région, mais ils étaient russes. Mais les autres, c'était des gens qui étaient là, pour moi, les Ukrainiens, pour eux aussi, parce que leur famille, ils provenaient pas de la Russie, ils étaient là parce que leur famille s'installait, je pense, dans les conditions un peu pareil après la Deuxième Guerre mondiale, parce que justement Donbass étant le plus industrialisé, où il y avait les mines de charbon, il y avait toutes les industries, les usines, les gens allaient là-bas plutôt. Et si on regarde encore une fois sur les cartes à travers de l'histoire de l'Ukraine, on voit que Donbass, il était toujours intégré comme Slobozhanщина ou autre. Expliquez-nous bien la proportion de gens et le type de gens qui ont envie ou souhaiteraient rester proches de la Russie, directement ou indirectement. Qui sont-ils exactement? Regardez, c'est plutôt les gens qui voulaient avoir la Russie sur le sol ukrainien. C'est plutôt les personnes qui avaient la nostalgie de l'Union soviétique. Et c'est les gens d'âge assez avancé. La génération compte. La génération, ça compte beaucoup. Je pense que les jeunes de mon âge, je voyais pas une envie ardente d'avoir voir la Russie venir à Lugansk. Par exemple, les gens qui étaient dans ma classe, ils sont plutôt allés en Ukraine, je veux dire côté ukrainien, en 2014, avec ce qui s'est passé dans le Donbass. Ils se sont retrouvés à Kharkiv, à Kiev. Il y avait même ceux qui sont partis à Lviv. Et ça, c'était la majorité de ma classe. Il y avait un garçon qui était russe, alors il est parti en Russie, à Moscou. Et il y a aussi un autre qui, par des affinités, il est parti côté russe. Mais les autres, c'était tous qui se sont retirés du côté ukrainien. Si on regarde de l'autre côté de la frontière, en Russie même, regardez ces images, on est dans la région de Rostov, je crois, on voit à quel point, image de propagande sur le Z, le fameux Z, dont on n'a toujours pas le sens exact sur le sens de cette opération Z. Et on voit qu'il apparaît dans des clubs de sport, sur des personnalités sportives connues en Russie, dans une forme d'exaltation, dans le combat nationaliste. Et là, c'est une mise en scène dans les champs qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Le gouverneur de la région a diffusé en l'occurrence cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire là encore? On parlait de l'opinion
côté à Donetsk, Lugansk. En Russie même, est-ce qu'il y a une exaltation nationaliste en ce moment? Elle est minoritaire, elle représente beaucoup de gens. Il y a une exaltation nationaliste. Oui. Et qui Je suis témoin d'un Français, qui s'est installé en Russie et qui porte le Z et le V sur son vélomoteur. Ouais. Et qui est prêt à aller s'engager pour combattre. Ouais. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être russe pour être pris dans l'atmosphère d'exaltation qui fait qu'ils se battent. Tout à l'heure, je parlais du mot rassiski, c'est-à-dire russien. Ils se battent pour une conception d'un État qui transcende la Russie, qui est l'ancien empire russe, en fait. Et une chose sur ce que l'on a dit, bon, effectivement, les personnes âgées sont très attachées, bien entendu, aux souvenirs de l'Union soviétique, ils sont très attachés à la Russie, mais n'oublions pas que ceux qui se battent dans les armées de Lugansk et de Donetsk, ce sont des jeunes. Donc il y a également une grande partie de la jeunesse de ces régions qui se combattent contre les Ukrainiens. Sur l'opinion russe, est-ce que vous partagez le constat de Pierre Lerin? Il y a un nationalisme qui est porté aux extrêmes. Là, ce qui était marqué sur la voiture, c'était Za nami pravda. Ça veut dire que la vérité est derrière nous. Ouais. Effectivement, je pense que ils sont. C'est une hystérie, enfin pas une hystérie, mais une exaltation qui est tellement forte, qui transcende toute compréhension et toute logique qui est plutôt propre à l'Occident de réfléchir sur des choses d'une manière un peu plus posée. Et si vous regardez encore, vous circulez très souvent les extraits des émissions russes. Vous imaginez, les populations, ils les regardent beaucoup. Voilà, ils ont accès à d'autres choses, mais je veux dire, YouTube, par exemple, c'est accessible, mais les personnes âgées ou les personnes un peu de l'âge 60 ou 50, ils vont pas regarder ça, ils regardent plutôt la télé. Et la télé, ils pompent la propagande chaque jour. Et effectivement, même étant étranger, même n'étant pas russe, tu te retrouves avec la propagande, ça marche très bien sur n'importe quelle personne. Juste un petit témoignage, il y avait une famille, 2014 en fait, une famille de mes connaissances, leurs parents, ils sont partis en Russie, ils ont vécu en Russie pendant quelques temps, et ils écoutaient toujours la télé russe. Sauf que quand leurs enfants, ils les ont récupérés en Ukraine, il n'y avait plus la télé russe. Ils ont, comme si ils ont commencé à se poser des questions et à réfléchir. Quand tu coupes la canal du propagande, tu n'écoutes plus la télé, tu peux peut-être te mettre à réfléchir. Juste un point en ce qui concerne le français dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a été scandalisé par l'attitude des Occidentaux pendant la guerre du Kosovo et en Serbie, et également précédemment en Bosnie, où il a vu des atrocités qui étaient passées sous silence par la bien-pensance européenne, alors que pour lui, c'était insupportable. Et cela explique le fait qu'il se soit plutôt orienté vers ceux qui défendaient les Serbes, c'est-à-dire les Russes, que vers les autres. Oui, le ressentiment là-dessus, Ludmila, c'est intéressant de vous entendre parce que, évidemment, vous êtes loin en opinion, mais en même temps, sur certains points, vous vous rejoignez sur le fait qu'il y a dans une frange importante de l'opinion russe une vraie conviction nationaliste et un ressentiment contre l'Occident. Oui, de toute manière, tout ce qui est véhiculé sur la télé en propagande russe, en l'occurrence, c'est l'Occident qui est effectivement à l'origine, selon eux, de cette guerre, parce que la Russie se sent encerclée. Mais encore une fois, c'est une manière de vraiment révisionniste de déjà regarder sur l'histoire de l'Europe, regarder pour eux, si vous voulez, vraiment, l'Ukraine fait vraiment une partie très importante de cet État qu'ils veulent reconstruire. Ils peuvent pas sans l'Ukraine. Ils ont dit ça même à la télé comme ça. On peut pas sans l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine reste avec nous. Et ça, c'est très fort. Et toute la population, en écoutant ça, il y a ressentiment de beaucoup de Russes contre les Occidentaux et contre les Britanniques en particulier, avec des visages qui sont, des personnalisations, puisqu'il y a des prisonniers maintenant britanniques. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la relation entre Moscou et Londres ne va pas s'arranger avec l'arrestation effectivement de 2 Britanniques. C'est ce que rapporte une agence d'information russe. 2 hommes sont accusés d'activités mercenaires par les autorités séparatistes pro-russes dans l'oblast de Donetsk. Ils sont notamment
notamment soupçonnés d'avoir participé à des combats en Ukraine. D'après Londres, ces 2 Britanniques ont disparu alors qu'ils aidaient des civils à évacuer. Je vous propose d'écouter Dominic Byrne, le directeur des opérations de l'association caritative Presidium. Ce que nous savons, ce dont nous avons des preuves, c'est que Dylan Healy est parti comme travailleur humanitaire et bénévole. Quand il a été capturé, il était en train d'essayer d'évacuer une femme et des enfants dans le sud de la région de Zaporizhzhia, en territoire russe. C'est à ce moment que lui et Paul Hurey ont été capturés fin avril. On a quelques informations du gouvernement britannique, de la Croix-Rouge et de la famille de Dylan, selon lesquelles ils ont été détenus par les forces russes, puis par la République séparatiste de Donetsk, jusqu'à cette communication. C'est la première fois que la Russie ou la République de Donetsk s'exprime sur ce qui leur est reproché. Alors la Grande-Bretagne a évidemment condamné ce qu'elle appelle l'exploitation des prisonniers de guerre et des civils à des fins politiques. Notez que selon la Légion internationale pour la défense de l'Ukraine, qui regroupe les volontaires étrangers combattant avec l'Ukraine, l'un de ces hommes est un légionnaire qui a un contrat avec l'armée ukrainienne et non un mercenaire. D'ailleurs, notez que, Darius, ce n'est pas la première fois que de telles accusations se produisent. Le 9 juin dernier, 2 autres Britanniques ainsi qu'un ressortissant marocain ont été condamnés à mort après avoir été reconnus coupables d'être des mercenaires. Ils ont d'ailleurs jusqu'au 9 juillet, donc tout prochainement, pour faire appel. Voilà. D'abord, le point de vue du militaire, général Richoux, évidemment, pour l'État britannique, pour le Royaume-Uni, c'est très compliqué de gérer une situation comme ça. Mais ça doit être une gêne considérable, mais ce n'était pas un soldat britannique qui était sur le sol ukrainien, c'est un Britannique qui combat en Ukraine. Qui était intégré dans l'armée, ça c'est important. C'est complètement différent. D'autre part, la Convention de Genève, dans son article 4, prévoit que les soldats qui ont un signe distinctif au combat, dont les FFI, qui avaient juste un brassard, sont des combattants réguliers. Donc ils doivent être traités selon les lois de la guerre, normalement, donc traités comme des prisonniers de guerre, si tant est que eux n'ont pas fait des exactions et se sont eux-mêmes comportés aux us et coutumes. Donc à partir de là, on peut dire n'importe quoi, on peut dire ils ont massacré, etc. Et puis les traiter comme des criminels et non pas comme des prisonniers de guerre, comme ça devrait l'être. On voit à quel point le statut des prisonniers est compliqué à définir parce qu'il y a les armes irrégulières, mais il y a aussi des mercenaires, donc l'argent, mais il y a aussi des volontaires purs qui font ça bénévolement. Il y a toute une gradation assez compliquée. Les milices en font partie, c'est marqué dans la Convention de Genève, et vous devez avoir un signe distinctif. Ces gens-là portent un uniforme, ils doivent être normalement, selon les Conventions de Genève, traités comme des prisonniers de guerre. Mais on sait bien que les Russes s'assoient à peu près sur toutes les conventions internationales. On a ici, des images des combattants américains, en l'occurrence sur place. C'est très intéressant parce que les États occidentaux avaient tendance à nier l'existence de tous ces combattants au début de la guerre. On disait, il n'y a pas de combattants occidentaux. Et puis la réalité gagnant du terrain au fil des jours, maintenant tout le monde admet qu'il y a toutes sortes évidemment de forces spéciales françaises, évidemment américaines, britanniques, etc. Plus les mercenaires, plus les volontaires. Ça fait quelques milliers de personnes qui sont là dans la nature. Ils sont là dans la nature. Bon, ils n'existent pas. Non, mais écoutez, les personnes dont on a parlé tout à l'heure, c'est des personnes qui se sont engagées de leur propre volonté pour rejoindre la Légion internationale que Zelensky il a fait appel à ça. Ils étaient intégrés dans l'armée ukrainienne régulière et selon les conventions aussi de Genève, il suffit de dire quel est ton numéro, en disant comme ça, voilà, dans l'armée ou voilà. Et c'est ça aussi qui fait preuve que tu fais partie de l'armée régulière. Ils doivent avoir un chef et porter les armes ouvertement. Voilà. Pour être complet. Effectivement. Ça, c'est les signes distinctifs. Donc, si on les convainc d'avoir fait des crimes de guerre, par exemple, ils peuvent être condamnés. Il y a des soldats nazis qui ont été condamnés après Oradour-sur-Glane, etc., etc. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Pierre-Laurent ? Oui, alors, en ce qui concerne les crimes de guerre et les jugements, généralement, un prisonnier de guerre ne peut pas être jugé. C'est ça, voilà. Donc c'est vrai pour les prisonniers faits par les Russes, c'est vrai également pour les prisonniers faits par les Ukrainiens. Mais pas forcément ce à quoi on assistait dernièrement. Donc là, il faut que les choses soient un peu claires. Par ailleurs, ce qui est très important, c'est qu'il y avait en Ukraine, avant le lancement des opérations, quelque chose comme entre 1 millier et 1,5 millier
de conseillers militaires occidentaux en Ukraine. Ces gens-là ne se sont pas évanouis dans la nature. Ils n'ont pas été rapatriés, ils sont restés sur place et ils ont continué à aider, à instruire les forces ukrainiennes. Et c'est ceux-là que l'on retrouve certainement sur le terrain. Plus ceux qui ont été infiltrés, évidemment, par différents services. Gérard Richoux. Moi, je pense que s'il reste des conseillers, ils ne sont pas sur la ligne de front. Non, ils ne sont pas sur la ligne de front. Ils sont là pour entraîner à l'arrière, pour former les soldats. Plus sûrement, parce qu'il y a la Roumanie en Roumanie, ou bien dans les pays de l'OTAN. Donc, par exemple, ceux qui ont été formés sur les canons César sont venus en France, typiquement. Ils sont pas, on les a pas formés sur place. Et donc, j'ai des doutes que les conseillers accompagnent les troupes au combat. Non, mais je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'ils étaient restés sur place. Oui. Effectivement, à l'arrière, vraisemblablement. On voit d'ailleurs que les puissances, évidemment, de leur côté les Russes, mais aussi les Occidentaux, se préparaient depuis un certain temps à la possibilité de la guerre de manière assez active en réalité, même si les opinions ne savaient pas que cette guerre se préparait. Oui, ça c'est absolument certain. Mais avant la guerre, on avait des conseillers, on en a en Afrique, on en a partout des conseillers, ça c'est absolument normal. On essayait d'occidentaliser également l'armée ukrainienne à sa demande, donc d'en faire une armée moderne. Et donc c'est absolument normal que des nations occidentales je n'ai pas dit que ce n'était pas normal. Est-ce qu'il y a un cas particulier britannique? Est-ce que les Britanniques sont en train d'apparaître de plus en plus comme, pour les Russes, l'ennemi et vice-versa? Évidemment, il y a ce signe très fort du lien toujours plus grand entre l'Ukraine et le Royaume-Uni dans cette annonce faite par Odessa, la ville d'Odessa, qui déclare le Premier ministre britannique Boris Johnson citoyen d'honneur. C'est annoncé par le maire d'Odessa, Gennady Trukhanov. J'ai signé une ordonnance pour décerner au Premier ministre britannique Boris Johnson un signe honorifique. Voilà, un symbole qui évidemment est très fort, Ludmila Totieva. C'est très fort. C'est vrai que chez les Ukrainiens, il y a entre Zelensky et Johnson, il y a une amitié particulière qui est en train de, qui était créée. On appelle aussi Johnson chez nous Johnsoniuk. Alors on a rajouté juste une terminaison comme ça pour signifier qu'il appartient un peu à comme s'il était un Ukrainien, voilà. Et après, juste en revenir... S'il vous plaît, Boris Johnson, ça c'est très intéressant, parce que les plateaux de Français en général font tout de suite la fine bouche quand on dit Boris Johnson. Oui, mais c'est normal, ça s'explique historiquement chez vous, mais nous, on n'a pas la même histoire avec l'Angleterre, et effectivement, on aime bien la fermeté et la franchise avec laquelle il dit certaines choses. C'est surtout ça qu'on s'attendait à entendre, par exemple, d'Emmanuel Macron tout au début. Effectivement, il a changé son rhétorique il n'y a pas si longtemps, pour être un peu plus ferme, un peu plus compréhensible par les Ukrainiens, si je pourrais dire comme ça. Mais c'est surtout la manière de faire de Johnson qui rappelle certainement la manière de faire de Churchill, qui n'est pas anodin. Voilà. Cette amitié. Un petit mot, dernièrement j'ai vu la chaîne russe, les fameuses chaînes russes qui se distinguent par leur caractère outrancier. Et il me semble qu'il y avait un député russe qui disait que lorsque la foudre va tomber sur l'Occident, parce qu'on va tous périr, la première cible serait Londres. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et j'ai vu l'autre jour un diplomate français qui m'a dit, en plaisantant à moitié, nous ne serons pas les premiers visés si jamais on devait être visés. On en est là. Maintenant, en ce qui concerne Churchill, si mes souvenirs sont bons, il n'avait pas une très très bonne opinion des combattants ukrainiens qui combattaient aux côtés des nazis, en particulier de Stepan Bandera. Ouais, Stepan Bandera, il n'a pas combattu. Il a passé tout son temps dans l'emprisonnement. Écoutez, au moment du lancement de l'opération Barbarossa, ses divisions, ses unités à lui, étaient aux côtés des nazis. Ils sont restés jusqu'en 1943 en combattant. Oui, il y avait la scission aussi entre lui et Chourkiewicz qui était un peu plus poussé dans sa manière de faire. Oui, effectivement, on peut reprocher tout ce qu'on voulait. On peut aussi reprocher tout ce que le régime Vichy et tout ce qui s'est passé en France. On ne va pas aller là-dedans. C'est ce que l'on fait régulièrement, madame. Je ne vois pas ça très régulièrement sur les plateaux télé. Quand on avait autant souffert du régime soviétique que pendant la Grande Famine, on avait quelques excuses de prendre au moins au départ les Allemands pour des libérateurs. Les pays baltes les ont également accueillis comme des libérateurs. C'est très intéressant de voir comment l'histoire relativement ancienne, c'est jamais si ancien que ça, remonte. Moi j'ai été frappé, j'ai donné plusieurs fois cet exemple, à quel point des Ukrainiens disent « Attention les Français, vous citez Vichy », quand même, quel poids dans le passé de la France. Les Français, s'ils sont trop défaitistes, s'ils ne sont pas assez fermes, risquent de faire la même erreur que tant de Français
en 40 être dans le mauvais camp. S'il n'y avait pas eu de Gaulle, la position de la France à la sortie de la guerre aurait été quelque chose de difficile, général Richoux. Alors oui, certainement. Là, vous avez tout à fait raison. L'exemple de la campagne actuelle a quand même beaucoup à voir avec les années 30 et le début de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut toujours garder cet exemple véritablement en arrière-plan, parce que le populisme, les nationalismes, tout ça remonte un petit peu de la même manière, et c'est quand même assez intéressant de faire le parallèle. J'aimerais qu'on reste un instant à cette nouvelle. Boris Johnson, citoyen d'honneur d'Odessa, et cette ville d'Odessa qui est tellement importante dans les dernières heures en termes effectifs et en termes symboliques, c'est ce bombardement à Odessa, c'est l'importance historique d'Odessa. Avec nous, Thomas Filichy de la Neuville, vous êtes professeur d'université, titulaire de chaire de géopolitique. J'aimerais que vous nous expliquiez bien cet accès à la mer que représente Odessa, bonsoir d'abord, ce qu'il représente du point de vue des Russes. Pourquoi est-ce que pour eux, Odessa, mais comme Saint-Pétersbourg au nord, a une place particulière? Si vous nous entendez. Non, moi j'entends rien du tout. Alors, on l'entendra dans un instant, mais on voit à quel point ça. Alors, d'abord pour les Ukrainiens, évidemment, c'est l'accès à la mer économique, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. C'est l'Odessa, si vous voulez, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de cultures et beaucoup d'influences qui se sont emmêlées en même temps. Effectivement, c'est à l'importance économique parce qu'il y a le port le plus grand, c'est le port d'Odessa, et justement avec ce qui s'est passé sur l'île de Serpent, la chose rassurante, je dirais, pour l'Odessa, c'est que il y aurait pas il y a toujours le risque qu'il y aura des Russes qui vont débarquer sur Odessa comme ça, mais avec la destruction de leur base sur l'île aux Serpents, ça sera beaucoup plus compliqué de faire parce qu'ils n'auront pas la couverture de derrière. Effectivement, pour l'instant, Odessa, il pourrait, du côté de la mer, un peu être un peu plus en sécurité, mais sauf qu'on voit que les missiles qui étaient utilisés, les missiles anti-navires qui étaient utilisés sur les cibles civiles, c'est effectivement, on n'est pas protégé du tout jusqu'à un moment où on a les défenses antiaériennes ou les missiles les armes qui pourraient faire la riposte des missiles de ce type. Jean Richoux, juste sur l'enjeu stratégique d'Odessa, un mot. L'Odessa, c'est l'accès à la mer Noire, typiquement. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont perdu toute la mer d'Azov. Donc ça, c'est un lac intérieur russe, et ils peuvent faire le tour en voiture, j'allais dire. Voilà. Là, dans l'imaginaire russe, pardon, je crois qu'on rétablit la liaison avec vous, Thomas Filichy de la Neuville, dans l'imaginaire, mais vraiment dans la tradition russe, que représente Odessa et Saint-Pétersbourg au nord? L'Ukraine est une confrontation entre les empires et les empires maritimes. Lorsque la Russie est désenclavée et avoir accès à la mer, elle ouvre des fenêtres. Saint-Pétersbourg est la fenêtre sur la mer au nord, tandis qu'Odessa est une fenêtre sur la mer au sud. Ces deux fenêtres sont nécessaires pour la Russie afin de rétablir sa pleine puissance face aux empires de la mer britanniques et américains. Il s'agit d'une fenêtre libérale qui a été colonisée à la fin du XVIIIe siècle par Catherine II. Nous avons beaucoup d'interruptions, mais poursuivez, Pierre Laurin, parce que vous êtes aussi dans la position de l'historien. L'accès aux mers, il y a une forme de jeu de miroir entre Saint-Pétersbourg au nord et Odessa. L'accès aux mers, depuis Catherine II, c'est essentiel. Même avant, même depuis Pierre Ier, Pierre le Grand. L'accès aux mers est essentiel, mais la Russie a une double malédiction. C'est qu'elle a accès effectivement à la Baltique, mais qui est fermée ensuite par les détroits entre le Danemark et la Suède. Donc c'est une mer fermée. Au sud, la mer Noire est ouverte, mais elle est fermée par le Bosphore et les Dardanelles, qui sont sous contrôle turc. Et là aussi, c'est une mer fermée. Donc, la Russie, traditionnellement, a eu besoin de ports en mer, non pas chaude, mais mer libre. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Actuellement, Odessa, à mon avis, ne peut pas être un objectif pour les Russes parce que sa conquête serait un casus belli permanent puisqu'elle priverait l'Ukraine de tout accès à la mer. Et ça, je ne pense pas que ce soit acceptable par quiconque sur la scène internationale, y compris certainement par les Russes qui réfléchissent à cela. Pierre Laurin, ce que vous dites est très intéressant. On voit à quel point c'est un jeu de puissance au pluriel. Russie,
les Occidentaux, mais aussi la Turquie notamment, mais aussi la Chine. On y vient, Kadi Adoumdouas, à quel point dans ce grand jeu des puissances, l'alliance des Russes avec les Chinois est en train de devenir un enjeu essentiel. Et la Chine qui, ce soir, qui depuis quelques heures, hausse le ton, notamment face aux Occidentaux. On va l'évoquer dans un instant. C'est très présent de plus en plus, Général Richoux. Eh bien, la Chine est un allié, je dirais, quand même assez médiocre de la Russie. Bien entendu, elle a une neutralité bienveillante, mais il ne faut pas oublier que la Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants à peu près, et de l'autre côté, c'est 150 millions. Donc, qui va croquer qui dans un avenir proche véritablement, ils doivent regarder un petit peu la Russie avec un sourire carnassier en attendant qu'elle s'affaiblisse pour pouvoir mettre la main dessus. Je dis pas territorialement, mais en tous les cas, dominer, en faire un vassal tout à fait sous contrôle. En attendant, la mauvaise nouvelle est plutôt pour nous, occidentaux, avec une Chine qui prend clairement parti pour la Russie et qui affiche aussi ses propres ambitions. Absolument, Darius. Et on en a parlé de Xi Jinping justement hier, puisqu'il était à Hong Kong, le président chinois, à l'occasion du 25e anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine. Une première sortie du président chinois, d'ailleurs, qui a été très remarquée, puisque c'était la première depuis la pandémie de Covid. Il est reparti, Xi Jinping, après avoir intronisé le 6e gouvernement de Hong Kong, dirigé par John Lee. Il avait notamment conduit la répression des manifestations en 2019. Vous vous souvenez certainement de la révolte des parapluies. Et quand on pense à ce qui se passe à Hong Kong, on pense forcément aussi à Taïwan. Le passage à l'acte de Poutine en Ukraine va-t-il inspirer Xi Jinping ? Du côté des États-Unis, en tout cas, on suit de très près cette affaire de Taïwan. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, s'est voulu très clair. C'était début juin à Singapour. We see growing coercion from Beijing. We've witnessed a steady increase in provocative and destabilizing military activity near Taiwan. And that includes PLA aircraft flying near Taiwan in record numbers in recent months, and nearly on a daily basis. Voilà, une déclaration qui a évidemment suscité la colère de la Chine. Le lendemain, riposte immédiate du ministre chinois de la Défense, sans appel. 如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底。这是中国不二的选择。 Voilà, et je rappelle que la Chine estime que cette île de 24 millions d'habitants est l'une de ses provinces historiques, même si elle ne la contrôle pas. Pékin, qui a accru la pression contre Taipei, la capitale, ces toutes dernières années. Et ce à quoi fait référence en fait Lloyd Austin, c'est la grande incursion de la Chine. C'était fin mai avec l'entrée le 30 avril, l'entrée de 30 avions dans la zone d'identification de défense aérienne de l'île. Et ça, c'était à la fin du mois de mai. Kadi, merci. Cette mauvaise nouvelle d'abord pour l'Occident. Là, on voit à quel point, en quelques jours, les choses se sont accélérées. L'OTAN qui dit qu'il y a un risque systémique. C'est très intéressant quand on dit ça. Au début de la guerre, on disait les Chinois espérons qu'ils feront les bons choix. On n'en est plus là. On dit clairement les Chinois sont nos adversaires en réalité. Nous travaillerons ensemble de manière responsable en tant qu'alliés, c'est l'OTAN qui parle, pour répondre aux défis systémiques que la République populaire de Chine fait peser sur la sécurité euro-atlantique. Quand on dit ça, c'est tout à fait clair, c'est un adversaire. On est passé à ce stade-là. Bien sûr que c'est un adversaire, mais depuis longtemps. Depuis longtemps, on parle de la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Et la Russie est consciente qu'elle est en état de faiblesse face à la Chine depuis très longtemps. Le maire de Saint-Pétersbourg, le premier, Sobchak, qui avait établi autour de lui les économistes libéraux qui ensuite ont transformé l'économie russe, disait dans un article publié à l'époque que c'était la principale menace. Et la politique russe, pendant toute la période Yeltsin jusqu'au début de la période Poutine, c'était de créer une alliance avec l'OTAN de manière à contenir la menace chinoise. L'OTAN n'a pas réellement écouté.
Hubert Védrine, il y a quelques instants, était sur ce plateau. Il disait chaque puissance cherche son occasion dans une guerre comme celle-là. Ses intérêts, c'est tout à fait normal. Chacun. Est-ce que la Chine est en train de se dire tiens, on a une occasion historique? Quand on voit à quel point Xi Jinping, le dictateur chinois, le patron du Parti communiste chinois, met en scène depuis plusieurs heures Hong Kong, 25 ans de la rétrocession de Hong Kong à son empire. Alors c'est triomphal, ils disent réussite extraordinaire, etc. En fait, la mainmise de la dictature chinoise sur Hong Kong, est-ce que c'est une manière de dire notre heure est venue et la guerre actuelle peut le favoriser, Didier François? Alors moi je pense que la Chine le dit depuis déjà maintenant un sacré bout de temps. Enfin en tout cas Xi Jinping l'a fait adopter par le congrès du Parti communiste chinois. L'objectif étant de devenir la première puissance mondiale d'ici 2050 et le modèle pour le monde entier, alternatif au modèle démocratique occidental. Ça n'empêche pas, évidemment, la Chine d'avoir des visées sur la Russie, puisque chaque État a ses propres intérêts et que je pense que les Chinois le voient. Mais à ce stade, ce qu'on voit bien, c'est que les Chinois, mais pas que les Chinois d'ailleurs, prenez d'un certain point de vue Erdogan en Turquie. Et de la même manière, Vladimir Poutine pense qu'on peut affaiblir l'Occident. Ils peuvent avoir des désaccords. On le voit avec la Turquie, par exemple. En Syrie, ils peuvent avoir un désaccord local, ou en Libye, ils peuvent s'affronter localement. Mais leur accord principal, c'est affaiblir l'ordre mondial et la démocratie occidentale. Ce que vous disiez, pardon, c'est pas seulement une histoire d'occasion de puissance, c'est une histoire de conviction. Eux sont persuadés que le sens de l'histoire est pour eux, qu'il y a une forme de sens historique, que c'est l'autocratie qui gagne et pas les démocraties. Je pense que si on voit dans la guerre en Ukraine, pas que juste la Russie face à l'Ukraine, mais ce que les Ukrainiens ont redit depuis le début, c'est que c'est la confrontation des valeurs et des modèles de société et du gouvernement. Et c'est ça qui fait toute la différence. Effectivement, la Chine, elle regarde comment l'Occident va riposter, qu'est-ce que ça va donner à l'Ukraine. Parce que pour eux, ça sera une manière aussi de voir est-ce qu'ils peuvent aller loin avec Taïwan, avec autres prétentions territoriales qu'ils peuvent avoir. Et pour eux, c'est tout bénéfice. En fait, ça affaiblit l'Occident sans qu'ils aient besoin il suffit qu'ils soient officiellement neutres. Donc c'est tout bénef. Je veux dire, évidemment, la Chine ne renoncera jamais à Taïwan, mais c'est assez contestable d'ailleurs sur le plan historique. Oui. C'est plutôt une colonie qui n'a pas un peuplement chinois au départ, que plutôt voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Chinois sont entre deux eaux. Ils se méfient aussi de ce qui arrive à la Russie, et donc ils sont en train d'observer les sanctions occidentales et de se dire il y a un coup de risque à prendre, et donc je ne pense pas qu'il soit très assuré aujourd'hui de pouvoir utiliser la manière forte. Mon général, écoutez Xi Jinping, vous dites effectivement leur discours, pensée, arrière-pensée, dit et non dit sur les sanctions occidentales. C'est très intéressant d'écouter ce que dit Xi Jinping précisément. 事实一再证明，制裁是回旋镖、双刃剑，把世界经济政治化、工具化、武器化。 利用国际金融货币体系的主导地位肆意制裁，终将损人害己，使世界人民遭殃。 Voilà, la clarté d'un discours avec toutes les ambiguïtés que ça, mais contre l'Occident, contre les sanctions. Il répète ce que Poutine dit tout le temps. En fait, c'est la même ligne sur laquelle il on sent une inquiétude quand même. On sent qu'il se méfie. On sent qu'il se méfie parce que si demain on prend des sanctions contre la Chine telles qu'on l'a pris contre la Russie, ça va déstabiliser tout son modèle de développement qui est un modèle de développement économique. C'est-à-dire qu'ils échangent de la prospérité économique contre l'absence de démocratie. C'est ça en fait. Il y a une deuxième chose qui les embête dans cette affaire. C'est que jusqu'à présent, le fait que les Occidentaux, et on le voyait bien dans leur relation avec l'Europe, hésitaient, voulaient faire du commerce, mais pensaient pas que c'était une menace systémique, finalement ça les arrangeait, parce qu'on était endormis. Le problème, c'est que Poutine a réveillé l'OTAN, a réveillé l'Union européenne, alors qu'ils étaient quand même les bisounours de chez bisounours par rapport aux pays dictatoriaux ou libéraux, et qu'il a d'un seul coup pense à réarmer, etc. Donc il regarde quand même de près, parce qu'il se dit oulala, l'autre il vient de déclencher un truc où il a réveillé un espèce de géant qui dormait, qui était bien tranquillement en train de ronfler, et qu'il a d'un seul coup, on va avoir une Allemagne avec des armes et tout, c'est pas si évident. Est-ce qu'on n'est pas resté très bisounours? L'interdépendance est fascinante, parce qu'on parle de la Russie, mais
La Chine, c'est 1000 fois plus. Nos téléphones portables, rien ne marche s'il n'y a pas les composants chinois. Ça, c'est sûr. Tous les masques, on se rappelle le moment dans la crise des masques où la France disait, vous allez voir, on va produire nos masques. Rien de tout ça. La plupart des masques, ça continue à être des masques chinois. On est dépendant et vice-versa à un point inouï. Donc, la perspective d'une surenchère économique guerrière, c'est terrifiant. Et bon, il y a également l'aspect purement financier. La Chine détient la plus grosse partie de la dette américaine. Ça aussi, ça compte. Mais il y a un élément qui est très important, c'est que le budget de la défense chinois augmente dans des proportions considérables chaque année. Il n'y a pas tellement longtemps, ça représentait le 10e à peu près de la puissance du budget militaire américain. Aujourd'hui, c'est le tiers. Demain, ce sera la moitié. C'est-à-dire qu'on approche du seuil où cela peut basculer. Exactement. Si l'OTAN, les États-Unis, se rendent compte que la Chine prend un avantage considérable, elle sera tentée, ils seront tentés, les États-Unis, de peut-être ne pas laisser aller plus loin et engager des actions. Tout à l'heure, sur notre plateau, Hubert Védrine disait, mais c'est ce que pensent beaucoup de gens, pour les Américains, l'idée que la Chine soit première puissance économique et donc que le FMI, par exemple, doive prendre pied à Pékin, c'est quelque chose d'impensable et d'inacceptable, peut-être pour de bonnes raisons. Sur le plan militaire également, aujourd'hui, le tonnage de la marine chinoise dépasse le tonnage de la marine militaire américaine, mais ils ont encore un très très gros problème de qualité quand même. Ce sont pas des... Par exemple, ils construisent des porte-avions, mais ils n'ont pas l'expérience des Américains, qu'ils font des porte-avions depuis 70-80 ans. Donc ils ont un véritable problème, je pense aussi, dans leur armée de terre. Elle est bien équipée, mal équipée. C'est assez opaque tout ça. Peut-être qu'on trouvera une armée de type de celle de la Russie, à cette différence près qu'ils ont 3 millions de soldats. C'est ça, c'est que traditionnellement, la Chine remplace la qualité par la quantité. Absolument. Rappelons une image, elle n'est pas d'hier. Et là, je crois, 33 ans, 89, moi je suis très mauvais en calcul, 1989, ça fait... je ne suis pas bon en calcul non plus. 33 ans, je crois. C'est le temps d'une génération. C'est évidemment l'image inouïe, l'homme seul devant le char. La manifestation à Tiananmen qui est écrasée par le sang, par le régime de Pékin. 89, c'était l'année où on se disait... il va y avoir la chute du mur de Berlin, etc. On se disait, ça y est, la démocratie va déferler sur le monde, ça va être enfin le embrassons-nous Folleville planétaire où tout va, une sorte de grande réconciliation. Est-ce que c'est la suite de cette histoire-là, c'est-à-dire la Chine, elle a continué sur sa voie, libéralisation économique, enfin capitalisation économique, mais on ne cède rien sur la démocratie, on a l'aboutissement de tout ça aujourd'hui. Je crois que ce qui est important là, ce n'est pas tellement, en fait l'image est forte, mais c'est le comportement du tankiste qui n'écrase pas le manifestant. Est-ce que ça se passerait de la même manière aujourd'hui? Oui, la Chine s'est encore durcie. Certainement. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'elle s'est durcie par rapport à 89 encore. Et Xi Jinping, par rapport à ses prédécesseurs, a quand même une ambition totalitaire beaucoup plus forte. Y compris avec le retour, mais de manière incroyable, du culte de la personnalité, l'imposition. Enfin, ce que vous dites est terrifiant. Vous êtes en train de dire que non seulement les autocraties comme la Chine, dictature, mais elles vont encore plus loin dans le mépris total des valeurs libérales, démocratiques, occidentales. Non, rien à faire. Mais rien, non seulement rien à faire, mais ils pensent. Enfin, moi, je pense. Là, pour le coup, je suis d'accord. Je pense que leur objectif aujourd'hui, c'est de casser le modèle. C'est de casser le modèle. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que leur système est un système plus efficace. C'est un système d'ordre, de discipline, de contrôle. Et ils pensent que c'est plus efficace que la démocratie, dont ils pensent que c'est un vaste merdier. Et puis une ambition planétaire qui est en contradiction avec toute son histoire. C'était l'empire du milieu, l'empire immobile. Les autres étaient des satellites, c'était tout autour. On sortait plus de Chine. Ils avaient brûlé leur flotte quasiment au XIVe siècle. Et aujourd'hui, la Chine s'exporte. C'est une vraie résolution. Méfier des spécialistes, moi je le dis toujours, parce que les sinologues nous ont seriné pendant des décennies en nous disant les Chinois, ils veulent pas sortir de chez eux, ils ont plus de volonté posée. Le sens de l'histoire, la base de Djibouti, le fait d'une génération, 89, l'homme devant les chars. Vous n'étiez pas né en 89, voilà. Mais à l'époque, on se disait, voilà, c'est la liberté qui naît partout. Et en réalité, une partie du monde pense plutôt comme les Chinois et comme Poutine. Oui, il y a
encore pas mal de personnes dans l'Occident qui pensent que le modèle autoritaire, ça marche un peu mieux. C'est la pandémie, ça a un peu fait remonter certaines réflexions. Et on a vu que ce n'était pas le cas parce que la Chine s'est bien plantée. C'est pas le cas, mais la vraie question en fait pour moi, la nouvelle génération qui n'a pas vécu tout ça et qui était née dans l'Ukraine déjà indépendante, c'est quelle est la vraie valeur de la démocratie et de droit à la parole libre, de droit de décider de soi-même. C'est ça la question, parce que ce que la Chine elle est en train d'exporter ou de montrer que ça marche, c'est que économiquement ils peuvent tenir, sauf que c'est-à-dire qu'il y a le prix pour tout. C'est-à-dire qu'il faut payer par les choses que nous, en Occident, on peut pas imaginer une vie, on peut pas décider, où on a juste ce type de choses qu'on devrait faire ou qu'on est dirigé à faire ça. Moi, j'imagine pas ça. Et effectivement, pour moi, déjà avec tout le passé soviétique que mon pays il a eu, on fait tout, surtout en Ukraine, on le montre, pour qu'on puisse décider pour nous-mêmes ce qu'on on veut faire et défier ce modèle, montrer que les démocraties, regardez, il y a un seul Chine et l'OTAN, si on dit comme ça, ou l'Occident collectif, vous êtes beaucoup plus important et vous réalisez pas peut-être votre puissance en même temps. C'est ça, si c'est la question de dissuasion. Eux, ils montent, enfin, la dissuasion, ça marche comme ça, voilà. Eux, ils montent en puissance, mais il faut monter en puissance de ce côté-là. Est-ce que la leçon de tout ça, c'est que les démocraties libérales devraient réarmer massivement, qu'il y a une urgence à réarmer massivement quand on a de tels adversaires? On a oublié une chose, c'est que la démocratie, ce n'est jamais acquis et ça se défend. Voilà. Leur rêve, c'est qu'on soit des esclaves heureux. Mais ça n'existe pas, un esclave heureux. En tout cas, pas moi dans ma conception du monde. Et donc, ce qu'on voudrait nous imposer aujourd'hui, c'est de croire qu'on peut abdiquer son libre arbitre. On n'abdique pas son libre arbitre, et son libre arbitre, ça se défend. La démocratie a un prix, elle a un coût, et ce coût-là, on doit être capable de l'assumer. C'était le choix, justement, de 1939. Est-ce qu'on capitule ou est-ce qu'on se bat? Est-ce que les opinions occidentales sont prêtes à réarmer? Est-ce qu'elles sont conscientes de l'effort militaire qu'il faut, non seulement pour aider des pays comme l'Ukraine, mais déjà pour s'aider elles-mêmes aussi, c'est-à-dire pour réarmer en force? Dans l'histoire, l'expérience prouve que les démocraties ont toujours un coup de retard sur les dictateurs au départ du coup. Elles se rattrapent ensuite. Voilà, parce qu'elles respectent des règles, et donc elles se font avoir au début. Ouais. Mais je veux dire, Adolf Hitler, il avait déjà plus la main fin 1941. Donc au bout de quelques années, les démocraties deviennent violentes. Elles deviennent les plus violentes du monde. C'est elles qui ont inventé l'arme nucléaire. Quand elles luttent pour leur survie, elles sont absolument prêtes à tout. Absolument. Donc je pense que la guerre n'est pas perdue. Voilà. On se rappelle les Britanniques. On parlait des Britanniques tout à l'heure. Bomber Harris, l'homme qui assumait les bombardements les plus brutaux sous l'autorité de Churchill, avec une conception assumée de défense de la démocratie, parce que la brutalité, quand elle sert la liberté, c'est parfois utile. Et il n'y a rien de plus brutal qu'une démocratie qui défend sa liberté, en fait. Bien sûr. Et heureusement. Retour au terrain avec ce très impressionnant reportage. J'aimerais que vous le découvriez. C'est Charlie Nurel qui est au front en Ukraine, dans c'est extraordinaire. Du pays. Un mot là-dessus? Ah non, mais vraiment, ce reportage est formidable. D'abord, il n'est pas facile à faire, parce que, comme tu le sais, pour avoir ces autorisations avec les unités particulièrement d'artillerie, c'est pas simple. Donc, elle a bien travaillé. Et surtout, c'est extrêmement clair. On comprend en quelques minutes comment fonctionne aujourd'hui un duel d'artillerie. Vous voyez à quel point mobilité et rapidité sont importants. Vraiment, il est formidable, ce reportage. Regardez ce document. C'est Charlie Nurel avec Axel Charles Messange. Voilà, ce reportage qui a valeur de document de Charlie Nurel, un mot du militaire ici, où on voit à quel point on est dans une guerre qui ressemble par beaucoup d'aspects à 39-45, avec cependant la rapidité qu'il faut avoir, parce que le contre-feu arrive très vite, plus vite qu'en 39-45. Ah ben beaucoup plus vite qu'en 39-45. Vous avez des pièces aujourd'hui qui tirent en 2 minutes, qui tirent 6 à 8 coups minutes. En 39-45, c'était 1-2 coups minutes au maximum. Mais il y avait beaucoup plus de pièces. Les grandes offensives, c'est plusieurs milliers de pièces côte à côte, notamment l'offensive sur la Vistule en janvier 45, c'est je ne sais plus combien, 3000 pièces, 6000 pièces. Ça, c'est quelque chose d'absolument colossal. On parlait tout à l'heure
la capacité des Russes à supporter les pertes de leurs propres soldats, les Ukrainiens aussi, il faut le dire, parce que là, pour l'Ukraine qui résiste et si courageusement, il y a des pertes en soldats qui sont très... Et là, on le comprend. Bah oui, mais enfin, de toute manière, c'est simple. Hein. Là, on l'a vu avec l'affaire du Donbass. Je vous avais dit, les derniers chiffres de la dernière compilation des services de renseignement français qui date du 12 juin, celle que j'ai lue, en tout cas, que j'ai vue, on était un peu moins de 20 000 pour les Ukrainiens et à presque 25 000 pour les Russes. Donc on est quand même sur un engagement qui est quand même très 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 lourd, qui est de plus de 200 personnes par jour, enfin soldats par jour. Regardez comment la machine militaire, la machine d'État russe, où l'État et l'armée ne font qu'un, est en train de vouloir afficher sa volonté de non seulement d'occuper, mais d'annexer, ou en tout cas de faire entrer dans sa zone d'influence de manière totale toute une série de territoires. Mariupol, évidemment, c'est la ville symbole, la ville martyre. À Mariupol, la Russie diffuse ces images où elle prétend reconstruire une ville nouvelle après les destructions.